Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans cette émission que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics, bande dessinée par leur travail. Et c'est toujours très excitant d'assister à la naissance d'une nouvelle maison d'édition. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va explorer avec deux personnes que vous connaissez déjà puisqu'elles nous ont déjà fait l'honneur de passer dans First Print. Donc la maison d'édition, elle s'appelle Morgan. Et les personnes en question, eh bien, c'est l'ami Sullivan Rouault. Salut Sullivan. Coucou Arnaud. Tu vas bien? Ça va, écoute, fraîchement. Ouais. Je pensais pas qu'on se reparlerait si tôt dans ce podcast depuis la dernière fois, mais j'en suis ravi. C'était quand la dernière fois? C'était pour le bilan 2024-2025 iComics. Juste 2 jours oui, avant. Mais c'était il y a plus d'un an. C'était l'année dernière. C'était juste avant ton départ, et donc on savait qu'on se recroiserait, mais je ne savais pas quand encore. Mais j'avais bien l'intention de te revoir dans ce podcast. Et en face de moi, il y a également Thomas Ragon. Bonjour Thomas. Salut. Tu vas bien? Ouais, super. Il a une coiffure électrique, Thomas. Ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé ce matin. Je pense que c'est parce qu'il y a de l'électricité dans l'air entre nous trois. Voilà, il faut un petit peu. C'est une journée spéciale aussi pour nous, donc voilà. Un petit peu quand même. On va en parler de tout cela. Et Thomas, je t'avais reçu il y a quelques années, c'était je pense il y a 3 ans pour le tome 2 de Yojimbot. Tu es éditeur. Tu étais chez Dargo à l'époque et maintenant donc tu es également chez Morgan. Vous êtes un peu les deux co-directeurs alors, c'est comme ça qu'on dit nous. C'est vrai qu'on est tous les deux assez nuls avec les titres avec Thomas, donc on se fout un peu en fait, on est éditeur de BD quoi. Mais Très bien. C'est bien de nous poser la question à un moment parce qu'on a tellement rien à faire. La question c'est, mais en fait vous faites quoi réellement? On essaye de faire des livres. Bon, ça c'est le principal, c'est d'essayer de faire des bouquins. T'inquiète pas, ça ne s'entend pas, les sirènes de dehors, Sullivan. Mais justement, avant de parler un petit peu de Morgan, moi je voulais juste refaire un petit peu le point depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. Comment ça s'est passé? La dernière fois qu'on se parlait, c'était le départ de iComics. J'imagine que c'est pas du jour au lendemain que tu as tapé à la porte de monsieur Arnaud Nourry, donc qui est le directeur des nouveaux éditeurs chez qui donc cette maison d'édition se lance. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le cheminement qui s'est passé? En fait, presque. Ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu. C'est vrai que quand on s'est parlé l'année dernière, j'en ai aucun souvenir. Je pense que c'est la résilience qui a fait son effet parce que j'étais vraiment dans un état assez lamentable à la fin de l'aventure iComics. Oui. Et ça faisait un moment que je voulais partir. Et je pensais partir ailleurs, très honnêtement, dans un autre grand groupe d'édition pendant tout le courant de l'année 2024, de fait. Et à l'automne, au moment de vraiment poser ma démission et voilà, et de confirmer mon départ à Hachette, qui était au courant de mes velléités de départ depuis un moment, mais depuis quelques mois au moins, je vais à Francfort pour iComics en fait, parce que c'est un de ces salons qu'on fait tous les ans, qui est un salon très professionnel du monde du livre. Et je croise Arnaud Nourry et Hugo Nourry, son fils, qui est directeur général de LNE, pour la première fois. Et en fait, ce qu'il faut dire sur Arnaud quand même, c'est que c'est une légende du monde de l'édition. Tout le monde le connaît, de réputation. Il a quand même été président d'Hachette pendant quasiment 25 ans. C'est quelqu'un qui a mené Hachette de 400 millions d'euros à 4 milliards, je crois. Donc voilà, c'est quand même une petite réussite. Mais surtout, au-delà de parler d'argent, c'est la seule personne, je crois, qui fait l'unanimité auprès des auteurs, des actionnaires, des salariés, des managers, de toutes les strates qui vont composer une société et surtout une société d'édition, quoi. Ouais. Et même toi, je pense que tu avais une réputation. Alors en fait, moi, c'est le meilleur signe, c'est que comme moi j'ai jamais travaillé chez Hachette, je n'avais jamais entendu parler d'Arnaud Nourry. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, mais ça veut dire que, en général, dans ces petits milieux comme ça, t'entends parler des gens, c'est en mal. Et donc quand t'entends parler de personne qui est le numéro 1, numéro 3 mondial, numéro 1 français et que t'en entends pas parler, ça veut dire qu'il y a une super réputation. C'est un truc propre à Hachette. Le top management d'Hachette n'est pas connu du monde extérieur à Hachette. Hachette, il y a un truc très autarcique comme ça, voilà. Et donc en fait pour Arnaud, pour dire toute la vérité, je connaissais bien son neveu, qui s'appelle Éloi Nourry, qui est producteur de séries télé, de cinéma, de documentaires, etc. Et donc la vie fait que Antoine Béon, DG de Brajlon, avec qui j'étais à Francfort, me dit mais c'est lui Arnaud Nourry au loin et tout. Donc là je me dis ouais putain, j'ai enfin mis un visage sur la légende Arnaud Nourry, tout ça. Arnaud est aussi la personne qui est responsable du rachat de Brajlon par Hachette à l'époque. En tout cas, en fait, pour trahir aucun secret business, mais Hachette a sauvé Brajlon à une époque en étant investisseur minoritaire. Et après, malheureusement, le scandale Mediapart sur Stéphane Marsan, voilà, les fondateurs de Brajlon ont souhaité vendre le reste des parts et donc on a été totalement absorbé par Hachette et tout ça, et puis la suite qu'on connaît. Mais celui qui a sauvé Brajlon à l'époque, c'était Arnaud Nourry, par amitié pour Alain Desvents et d'autres gens de chez Braj.
Et donc voilà, là aussi il avait une bonne réputation à nos yeux. Et mais bon, moi je croise le gars et je me dis bah super, voilà, mon Trombi a une entrée en plus et c'est tout. Et en fait je monte dans le train retour, le fameux train de 18h qui arrive à 1h du mat à Paris là, qui fait souffrir tous les éditeurs chaque année du jeudi soir. Et je me retrouve assis à côté de qui? D'Arnaud Nourri, littéralement dans un truc à 2 places là dans le wagon. Mon voisin c'était Arnaud Nourri quoi. Je me dis bah quand même c'est un peu gros et tout. Mais bon, je suis timide, donc j'ose pas lui parler. Et puis, je vois qu'il y a son fils que j'avais vu avec lui plus loin. Donc, je dis, bah, si vous voulez vous asseoir avec votre fils, moi, je prends sa place. Et puis, c'est cool, quoi. Donc, on fait ça, on échange les places. Hugo va à côté de lui. Ça, c'est pas du tout intéressant ce que je raconte. Et en fait, dans le cours du voyage, Alain Névan m'écrit, il me dit, ah, bah, tu lui passeras le bonjour si tu le vois, machin et tout. Et puis, je réalise. Donc, j'y vais, je dis, ah, Alain Névan vous passe le bonjour. Faut savoir que c'est un peu, Arnaud, c'est un peu une légende de l'édition, donc t'as plein de gens qui vont le voir dans le wagon et tout, c'est un peu une attraction en soi. Et donc, je lui dis comme ça, un peu de manière casuale, Alain Névan vous passe le bonjour. Et je réalise, en fait, que c'est l'oncle d'Éloi, du coup. Je me dis, ah, mais putain, je suis con, en fait, son neveu, c'est un bon pote, et je sais qu'ils sont très proches. La famille Nourri, c'est une famille qui est très proche. Et il me dit, mais non, tu connais Éloi et tout, c'est improbable, machin. Il me dit, mais tu fais pas de la BD, toi? J'ai dit, si. Il me dit, toi, tu fais du manga, ce truc comme ça. Avec ta casquette, là, tes écarteurs. Ouais. Exactement, le délit de faciès, un peu. Arnaud, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, en plus, là-dessus. Puis il est très chambreur. Il a un humour un peu britannique et tout. Ça, oui. Et ouais, il passe sa vie à chambrer, en fait. Et donc, c'était trop drôle parce que je lui dis, bah, si, mais c'est improbable que, voilà. Il me dit, mais non, mais en fait, Éloi, il m'a parlé de toi le week-end dernier. Et je dis, bah, attends, c'est complètement ouf, cette histoire, voilà. Et il me dit, mais viens me voir la semaine prochaine. Il me dit, je sais pas si t'as entendu parler des nouveaux éditeurs. Je dis, bah, si, comme tout le monde dans l'édition, en fait, vaguement. Et je suis allé le voir la semaine d'après. Et, au rue Séguier, là, les bureaux qui sont juste à côté. Et je crois que j'ai dit oui au bout de 10 minutes, en fait. Donc, j'ai jeté tous les plans que j'avais par ailleurs. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je lui ai raconté les bases de Morgan, une maison d'édition de créa, BD, machin. Tout ça, voilà, à partir d'Hachette, qui connaît très bien, évidemment. Et, il m'a dit, OK, moi, je suis chaud, let's go. Il me dit, voilà, c'est quoi les grandes idées? Donc là, je vais parler des contrats, des droits d'auteur, du paiement des royautés, machin, tout ça. Enfin, plein de trucs qui font Morgan aujourd'hui, qui sont là, le socle vraiment de la boîte, quoi. Il m'a dit, OK, c'est bon, ça me va. Je dis, mais c'est aussi simple que ça. Il dit, ouais, c'est bon. Où sont les avocats? Et ouais, non mais exactement. Et puis après j'ai appelé Hugo et en fait en 3 jours c'était réglé, ficelé. Et donc j'ai prévenu l'autre maison qui me courtisait, je crois qu'on peut le dire comme ça à ce moment-là, pour leur dire bon bah je suis désolé mais je pense que je vais pas venir en fait. Et je suis parti bille en tête et ça a été comme j'étais vraiment pas bien avec toute cette situation, j'ai vraiment très mal vécu la fin chez Hachette d'un point de vue personnel quoi, pour plein de choses, je vais pas m'étaler. C'était un peu, tu sais, l'oasis dans le désert, quoi. Genre, oh putain, mais il y a un endroit qui a l'air hyper cool. Et en fait, c'est bon, et ça les intéresse, et je sens bien pourquoi moi je les intéresse aussi. Et donc, j'ai l'impression que c'est vrai, je vais vraiment pouvoir développer ce que j'entends. Et bah, so far so good, hein, on est le jour du lancement, et pour l'instant, tout était vrai. Donc, voilà, je me pince. Évidemment, il y a aussi des réalités économiques, un marché en berne, et on va en parler, mais, pour le reste, c'est un peu l'idylle, quoi. Donc, et puis, voilà, j'ai été rejoint par ce bellâtre quelques mois à peine plus tard, quelques semaines à peine plus tard en fait, et on le savait pas, mais on était un peu dans la même situation au même moment, ouais. Et en se suivant sur les réseaux, mais on se connaissait pas vraiment avec Thomas. Et bref, je te passe la parole. Ouais, tu peux raconter aussi un peu ton histoire, ça va être plus court, ton background. Pardon. Techniquement, si on revenait sur toute ta carrière, ouais, ce sera un peu plus long quand même. Ouais, bon, alors donc moi j'ai appris le métier aux éditions Delcourt. Tiens Parce que Guy m'avait embauché, je crois que j'étais le 6e salarié de la maison, où j'étais homme à tout faire, j'ai fait un peu de tout, de la fab. Delcourt fête ses 40 ans. Ouais, c'est ça, ça essaie de se projeter un peu. Si vous voulez un indice. Ouais. Parce que j'ai pas envie de faire de vannes sur ton âge, parce que je suis assez agiste en général, mais j'ai pas envie, tu vois, faut que je respecte mes invités. J'ai aucun problème, je le porte bien. Attends, il est plus frais que toi et moi réunis. Donc, je sais pas si on peut faire ça. En fait. C'est fort probable. Donc ça, c'était à la fin des années 90, donc au siècle dernier. Donc j'ai fait un peu de tout, de la fabrication, enfin, j'ai gratté des films parce qu'il y avait des films encore à l'époque. J'ai fait du commercial, j'ai fait de l'éditorial, et puis petit à petit je n'ai plus fait que de l'éditorial, et puis un matin j'étais éditeur en fait quoi. Guy a mis un peu de temps à le reconnaître, mais c'est pas, voilà, c'est Guy quoi. Donc j'ai quand même appris tout le métier là-bas quoi, parce que je suis complètement autodidacte en fait. J'ai pas fait d'études d'édition, rien du tout quoi. Et ensuite, donc là on est en 2005, Dargaud vient me chercher en fait. Et bah c'est difficile de refuser Dargaud en fait. Quand même, à l'époque, c'était quand même quelque chose, quoi. Il y avait 2 maisons quand même qui survolaient. Il y avait Dargaud et Casterman, quoi. Bon, et Glénat dans un autre registre.
Et Dargo, j'y ai passé 17 ans, je crois. Donc en tant que directeur de collection, éditeur, quoi. Où je me suis pas mal éclaté quand même. Et après, j'ai fait un petit intérim de 2 années à la fois passionnantes et compliquées au Seuil, donc toujours dans le groupe Média Participation. Et comme on dit pudiquement, nous avons mis fin à notre collaboration. On s'est engueulé. Et ouais, je pense que c'est plus compliqué, mais bon, c'est un sujet plus parce que pour toi, ça, c'est pour d'autres médias. Ah, c'est pour Mediapart. Ouais, voilà. Et l'UMA. Okay. Et donc, bah, pareil que Sully, là, j'étais pas super bien, clairement pas. Et puis, un pote me dit, mais faut absolument que t'écrives Arnaud Nourri chez LNE. Donc, j'envoie un mail à Arnaud. C'est le seul mail que j'étais capable d'envoyer en 3 semaines, tellement j'étais pas bien. Tu commences, il dit bonjour monsieur. Ah non, ça va pas du tout. Ah, je m'y remets demain. Et puis bah mon mail arrive chez Arnaud. Apparemment, il va directement chez Sullivan. Et puis 3 jours ou une semaine plus tard, j'étais à Marseille pour rencontrer Sullivan. Et puis bah pareil que Sullivan avec Arnaud, on se voit, tout ce qu'il me raconte, tout ce qu'il a envie de faire. Bah je suis pas seulement à 100% d'accord, enfin je tombe de ma chaise en disant putain le mec il veut faire ça et en plus c'est dans un groupe qui le suit. On se découvre, on le savait déjà mais en face c'est quand même mieux, on se découvre énormément de points communs éditoriaux déjà pour commencer, c'est quand même important quoi. Et puis on s'entend comme la roue en foire quoi, donc pareil, en une demi-heure avant que le plat de résistance arrive, on avait attendu un peu quand même que les plats de résistance nous soient servis, mais enfin bon ben voilà, on était d'accord et puis c'est parti quoi. C'est parti, j'ai des projets et nous voilà. Aujourd'hui le et si 13 je peux rajouter janvier. Un peu on est le 13 janvier. Oui, c'est ça. On est le 13 janvier. À l'heure où ce podcast est mis en ligne, enfin, où on enregistre, pardon, c'est le 13 janvier, oui. Ouais, tout à fait. La veille du lancement de Morgan. En fait, effectivement, donc ce mail arrive. Arnaud tout de suite me le forward en disant, putain, je suis emmerdé. Thomas Aragon, ce nom me dit quelque chose. Voilà, mais je vais décliner parce qu'il y a déjà toi en BD. Tu comprends bien, je peux pas monter 2 maisons d'édition de BD et tout, machin. Et là, mon cœur loupe un battement et je dis, attends, quoi? Thomas Aragon a envoyé un mail? Et moi, Thomas, et les gens le savent, et toi, Arnaud, tu le sais, j'ai déjà cité son nom, je pense même dans des podcasts et tout. Tout à fait, ouais. C'est l'éditeur de Créa qui m'inspire le plus, avec les gars du label, et justement parce que je trouve que c'est l'un des seuls éditeurs qui fait des choses fraîches en Créa, et ça me paraît hyper important pour des raisons de renouvellement de lectorat et machin et tout ça, et voilà, que ça va être Yojimbot, ça va être Zoc, ça va être plein d'autres choses que t'as pu faire, et sans même parler de Johan Sfar, de Blutch et tout ça. Et bref. Et du coup, je dis Arnaud, non, attends. En fait, moi, j'ai autre chose à te proposer. Est-ce que on peut pas lui parler? Et moi, je lui propose de s'associer avec moi, j'en sais rien, voilà, il faut qu'on le voit. Et donc, je lui dis, on va le voir en visio. Et Thomas, donc, je lui envoie ce mail. Et il me dit, mais non, pas en visio, attends, je viens à Marseille, ça va quand même être plus cool. Et au bout de, effectivement, quelques jours. Voilà, bah, même quelques minutes, au réseau, je lui dis, bah, ça te dirait d'être directeur éditorial de la maison? Il dit, bah ouais. Je dis, bah, c'est moi, là. Il dit, bah ouais. Je dis, bah, ok, alors. Bah, du coup, je pense qu'on est collègues. Et c'était super parce que c'était, enfin, de toute façon, c'est un peu à l'image de Morgan. Voilà, ça, tous les gens qui travaillent chez Morgan ou avec Morgan, c'est des coups de cœur comme ça, finalement très simples, et qui se basent toujours sur une base artistico-éditoriale. Quand même, parce qu'on est quand même là pour faire des livres, qu'on n'est pas juste là pour faire une bande de potes et se marrer. Et franchement, je crois que c'est hier Arthur qui le disait, que c'est la meilleure équipe dans laquelle il a eu la chance de travailler, et je le pense aussi, sans aucun manque de respect à toutes les équipes avec qui j'ai pu bosser. Mais c'est vrai qu'on a un truc, vraiment, un peu de groupe, quoi, qui fait son premier album, tu sais, avec cette espèce de naïveté et tout. Et voilà. Ouais, naïveté, sauf qu'on n'a pas 22 ans, quoi. Non, exactement. On a tous beaucoup d'expérience. C'est ça qui est vraiment génial aussi. C'est-à-dire que c'est la vraie nouvelle aventure from scratch. Où on s'éclate, où on se marre bien, on bosse beaucoup évidemment. Genre premier groupe, premier album. Ouais. Sauf que on a de l'expérience. Oui. Donc c'est quand vous même allez pas découvrir. C'est quand même une grosse différence. Oui, vous n'allez pas découvrir les coûts d'impression et les retours libraires. Si on doit être prétentieux, ce serait plutôt un super groupe qui fait un premier album de super groupe. Ouais, mais les super groupes. Mais sauf que chacun des membres, ils ont déjà une petite carrière derrière eux, sans avoir. Voilà, c'est quoi les meilleurs super groupes? Il y a Dem Crook Vultures, quand même. Je sais pas s'il y en a, en fait. C'était peut-être pas la meilleure image. Non, c'est si, ouais. Non, mais justement, parce que pour moi, super groupe, ça veut souvent dire que c'est quand même pas terrible. Ouais, c'est vrai. Et il y a Dem Crook Vulture, c'est sûr, parce que l'album est légendaire. Et j'ai un album avec le chanteur de Every Time I Die, mais je l'ai plus là. Il a fait un super groupe.
avec des mecs de putain, je sais plus quel groupe. Bref. Putain, mais il y avait à l'époque, non, mais ça te parlera peut-être, mais à l'époque Nowhere, où t'avais les chanteurs de plusieurs groupes de la team Nowhere. Ah oui, ils ont fait un album en commun, non? Qui avait fait Empire, peut-être, mais il y avait trop de Vegastar dedans, donc ça m'a C'est ça, c'était Vegastar, Kyo, tous les gens de ce truc-là qui avaient fait, ce serait pas une analogie très flatteuse pour. Non, c'est clair, c'est clair. Non, plutôt Dem Crook Vulture, c'est ouais, vous êtes le Empire de la BD, quoi, en fait. Très bien. Mais justement, enfin, le truc, c'est que donc c'est une maison de créa. Morgan. Pas tout à fait, mais c'est une maison d'édition de bande dessinée généraliste et internationale. C'est la seule définition qu'on a trouvée. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, c'était l'avancée logique, en fait, dans ta carrière, puisque tu avais fait donc des comics et des mangas. Donc, le dernier step qui te manquait, c'était d'être vraiment à la créa avec Johan Cavege sur Moundir et Fantasy, surtout sur Moundir plus que Fantasy, mais enfin Fantasy aussi quand même, où je l'ai accompagné de A à Z quand même, mais bon, voilà, on était plusieurs dessus, etc. Bref, et ça m'avait bien fait kiffer. Et je trouvais ça logique aussi parce que, encore une fois, avec les gars du label que j'ai quand même accompagné pendant quelques années, bah forcément je voyais le truc de près, quoi. Et ça fait super envie. Et puis c'est quand même deux métiers différents, hein, le publishing et éditeur de créa. Et donc je trouvais ça logique d'y aller. Et puis je crois que j'ai un truc un peu chauvin de dire voilà, on va vous montrer de quoi la France est capable et tout, parce que moi j'ai quand même la chance de bosser beaucoup avec les Américains et les Japonais en particulier. Et souvent ils sont très curieux du franco-belge, pourquoi on s'exporte pas, machin. Et c'est des discours que j'ai entendus pendant des années. Et forcément, en voyant des artistes qui s'éclatent, mais qui ont un peu de mal à s'exporter, je me suis dit, attends, mais il y a peut-être des trucs à faire et tout, machin. Et ouais, puis c'est un peu le boss final, en fait. Moi, je suis devenu éditeur par hasard, comme Thomas. Et j'ai pas l'impression que je vais faire ça toute ma vie, donc mais au moins faire le tour, quoi, tu vois, au moins checker un peu toutes les cases et puis après on verra ce qu'on fait. Mais oui, il fallait quand même passer par la case créa, sauf que la case créa ne peut se faire que dans des bonnes conditions. En fait, merde, je vais faire un truc en franglais horrible, mais les requirements, comment on dit en français? Les prérequis? Les prérequis, merci, parce que je l'avais pas. Les prérequis pour faire de la créa dans des bonnes conditions sont pas du tout les mêmes que pour faire du publishing en bonnes conditions, et ça demande beaucoup plus de temps, j'ai pas de confort parce qu'on n'est pas vraiment dans le confort, on est vraiment dans un esprit start-up quand même où on bosse énormément tout ça, mais de moyens, voilà, et de moyens aussi, de la confiance, je pense. En vrai, c'est de l'argent et de la confiance, voilà, en gros, et du temps. Il faut le cocktail des trois, et c'est quelque chose que je jugeais pas possible au sein des groupes, en gros, des gros groupes éditoriaux, les deux premiers en particulier. Mais pourquoi? Parce que déjà là-bas l'argent est très contrôlé. Il y en a beaucoup, mais il est très très contrôlé. Toi, t'as peut-être pu le ressentir en plus par rapport au moment où t'étais juste chez Brajlon, et avec comment ça s'est transformé quand ça a été racheté complètement par Hachette. Chez Brajlon, dis-toi, on faisait pas un seul compte d'exploitation. D'un coup, t'arrives chez Hachette où le contrôle de gestion est le plus féroce de toutes les maisons d'édition en France, mais aussi le plus efficace. C'est évidemment, tu vois, il y a deux faces à la pièce, quoi. Hachette est très 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 bon pour dépenser son argent précisément et pas que ça déborde. Faut quand même leur reconnaître ça, quoi. Mais du coup, moi, en termes de moyens, je me disais quand même que on n'allait pas me donner les moyens nécessaires à faire de la création de qualité, faire des reportages et faire, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Et puis les montants d'avance, les minimums de royauté, tout ça, des trucs un peu techniques. Déjà, rien que les royautés, c'est le sujet tabou. Bah, par exemple, les royautés, on n'en a pas pu faire ce qu'on est en train de faire. Exactement. Nous, on a un très 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 bon contrat, si ce n'est le meilleur contrat de royauté, qui est le même pour tous les auteurs et qui est à 10% minimum, et après qui a des paliers jusqu'à 16% au-delà de 50 000 exemplaires vendus. Ça, là-bas, c'était impossible, mais c'est pas que là-bas. Je veux dire, je vais pas présager des autres maisons que Thomas connaît, mais je pense que c'était possible quasiment nulle part, et en même temps, ça doit devenir un nouveau standard. Je pense que dans 10 ans, on en rigolera de ce contrat. On dira, en fait, maintenant, tout le monde le fait et c'est cool, quoi. Le temps, là-bas, c'est compliqué aussi. T'en as pas. En fait, faut tout de suite produire et sortir vite et prouver dès le premier album que tu mérites d'en faire un deuxième et tout. Donc, c'est un temps en plus qui est très étiré comme ça. Tu peux pas vraiment construire une collection tout de suite avec 10, 12 titres. Voilà. Et puis, la confiance, là, c'était plutôt de mon côté, mais elle a été brisée sur plusieurs sujets. Sur iComics, je pense que j'ai été très transparent avec tout le monde sur les sujets de confiance d'iComics, tu vois, sur le pricing, sur j'étais un peu dépossédé de certaines décisions les dernières années de travail chez Hachette, alors qu'on me promettait littéralement l'inverse, et que je me retrouvais avec toutes les tâches managériales qui allaient normalement avec les promesses qui avaient été faites en face, c'était le prix à payer, mais sans la partie qui, moi, m'intéressait. C'est-à-dire faire toute la stratégie marketing, de pricing, commercial, etc. Et plus des délocalisations dans la prod, aller commencer à faire du lettrage en Inde, à Madagascar et tout. Moi, c'était hors de question.
Je bosse pour moi, c'est des artisans, les traducteurs et les lettreurs, et il faut bosser avec des artisans de chez nous. En fait, c'est hyper important de soutenir aussi notre petite bulle, tu vois. Certes, c'est une bulle, ce qui est aussi peut-être un problème, mais en tout cas, les gens qui travaillent avec excellence et tout ça, plutôt que, en plus, pour des économies de bout de chandelle. Et c'est ce qui, moi, me rendait fou. En fait, je disais, mais les gars, on économise 200 balles sur un manga. Genre, on s'en fout, quoi. En fait, enfin, pour moi, ça n'a pas de pertinence. Et c'était hyper dangereux pour l'image de marque. Le papier aussi. On en a parlé un paquet de fois, mais j'avais plus le choix du papier. Je me retrouvais avec des papiers franchement transparents et franchement pas de bonne qualité. Ça, c'était invivable pour moi. Tu te crèves pour des bouquins du moment où tu décides de le publier, à la négo, à tout le travail éditorial, la compagnie, machin. Et à la fin, le truc, il sort et il est vendu plus cher que la concurrence, mais avec un papier moins bien. Moi, ça m'a rendu fou, en fait. C'est peut-être con, hein. Peut-être qu'on doit passer au-dessus et tout ça, et j'entends. Mais moi, je pouvais pas passer au-dessus, donc voilà. Et c'est vrai qu'ici, on a beaucoup plus de liberté. On fait attention quand même, parce qu'on est responsable, c'est aussi notre boîte, donc voilà, faut faire gaffe. Mais on a la confiance, on a le temps. Ouais, on a la confiance. Il n'y a pas de. Il faut que je fasse attention parce que je suis un peu cash en général en privé sur les grands groupes. Donc il faut quand même que je fasse gaffe. C'est un peu en privé ici, hein, tu sais. Ouais, je sais. On n'a pas non plus, on n'a pas encore les 15 000 auditeurs uniques par mois. Non, mais le truc c'est que alors déjà, il y a une première chose, c'est qu'il y a plus d'éditeurs qui dirigent ces groupes qui ont aucune idée de ce que c'est en fait. Qu'est-ce que l'édition? Et alors, qu'est-ce qu'un auteur? Là, c'est même pas la peine. Un problème à gérer. Et ça va avec une culture. J'ai ce mot en horreur, mais c'est cette culture managériale qui est complètement infantilisante, qui est juste mais hallucinante. C'est insupportable en fait. C'est-à-dire que t'as un type qui débarque, il est là depuis 3 mois et il te prend pour un gamin alors que tu fais le boulot depuis 25 ans et qui commence à t'expliquer la vie. Et Arnaud nourrit chez LNE, c'est pas comme ça quoi. Enfin, c'est tout l'inverse. Voilà, il nous a choisi parce qu'il sait on sait faire. Et après, ça enlève rien de. Il faut faire ses preuves, il faut vendre des livres, etc. Ça, il y a pas de problème. Ça fait partie. C'est le privé. Ça fait partie. Faire, ouais, voilà, ça fait partie du job. Il y a aucun problème quoi. Mais au moins, t'es pas pris pour un gamin quoi. Ouais. Ce qui est assez dur quoi à vivre. Non, puis c'est pas des décisions qui sont prises sur des coins de table dans des réunions où les gens font un peu semblant de s'intéresser à la matière première, à savoir les œuvres en fait. Ouais. Tu vois, moi il y a un moment où en plus d'être dépossédé de certaines décisions, j'avais l'impression que je vendais des aspirateurs quoi aux yeux de certaines personnes avec qui je pouvais travailler, et ça me rendait fou. On prenait des décisions absurdes parfois, mais avec des critères mais qui me semblaient assez lunaires quoi, et pas uniquement financiers, parce que le critère financier, bon, on l'entend tous et tout ça, c'est pas dramatique, mais ouais, ça, ce truc là moi a été aussi très violent à vivre. Quand on te dit bah non, ce bouquin là vaudrait mieux pas le faire, je dis ouais, enfin vaudrait mieux que je me barre alors, parce qu'a priori ça veut dire que vous êtes pas d'accord avec ma façon de faire et machin et tout. Quand en plus, par exemple sur Mangetsu, moi c'est vrai que quand on a été absorbé par Hachette avait déjà une autre maison d'édition de manga qui est Pika. Donc forcément, on était le petit frère. Pika fait un chiffre d'affaires infiniment supérieur à celui de Mangetsu. Mais c'est vrai que nous, on était quand même sur une vague absolument hallucinante. On a surfé la vague du Covid. Donc en fait, on a fait la meilleure première, la meilleure deuxième, la meilleure troisième année pour une nouvelle maison d'édition de manga, ce qui est un peu dingue dans un paysage où il y a eu Kurokawa et Kiyun et tout ça. Bien aidé par Junji Ito, évidemment, mais pas seulement. Et un moment m'a été un peu imposé d'être la maison d'édition des middle sellers. En me disant ah mais tiens, avec Chiruran et Rooster Fighter, avec des titres qui coûtent pas très cher et machin, t'as réussi à en vendre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Ce serait bien que tu fasses plus ça, parce que comme ça les gros trucs on peut les garder là-bas chez Pika, et toi tu peux continuer à transformer en gros des titres qui étaient censés être un peu moyens de maisons d'édition un peu tierces en succès ici. Et je dis mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que les titres ils sont vraiment bons. Il y a un travail de curation. Je sais que ça vous paraît un peu dingue et vous avez l'impression que on est juste en train de regarder des animés toute la journée et tout, ce qui est absolument pas vrai. Et mais je les ai choisis ces titres-là. Il y avait et c'est vrai que voilà, il y a là toute la partie nouveauté, parce qu'il fallait lancer de la nouveauté à mort quoi, tu vois. Et en fait, sans que je m'en rende compte, on s'est retrouvé à sortir 130 mangas dans une année, avec une équipe qui avait grandi mais qui était quand même que de 3 personnes. Donc forcément, allez 5 en rajoutant Heikel et une alternante qui était avec nous. Et Heikel ils sont pas directement éditeurs quoi, tu vois, ils produisent pas vraiment les titres directement, et plus la partie image en l'occurrence pour Heikel, Luchisco. Et ça m'a pesé, parce qu'en plus du coup j'avais l'impression que la collection était moins à mon image, et ça me rendait ouf parce que j'avais monté mon Getsu tout seul avec mon petit sac à dos à l'époque, et je trouvais ça voilà. Et en même temps, là je me plains parce que c'est facile de se plaindre a posteriori, on m'a aussi laissé sortir Land en sortie mensuelle,
J'ai gagné mon pari sur Land, qui a été une vente extraordinairement bonne pour la maison, alors que c'était un titre qui était dispo depuis 10 ans, que personne voulait faire, tout ça. On a pu faire le documentaire avec l'autrice à l'époque. Si tu veux, quand je me battais pendant 3 mois en disant non, celui-là, laissez-le moi, s'il vous plaît, vraiment, je vais m'éclater là-dessus, on me laissait quand même faire. Et ils m'ont aussi laissé en télétravail à Marseille et tout. Voilà, franchement, j'étais très bien traité. Je pense pour un éditeur chez Hachette, quoi. Mais c'est vrai que par contre, les choses qui m'étaient imposées, moi, me convenaient plus. Et en vrai, j'espère que c'est vraiment pas de la diffamation de dire ça, mais j'avais beaucoup de mal à l'idée de bosser avec Vivendi, quoi. En fait, moi, Bolloré, voilà, c'est pas mon modèle de société du tout. Et j'ai voulu partir aussi en grande partie à cause de ça. Je voulais pas faire du bénéfice qui allait dans la poche de Bolloré, même si maintenant j'entends qu'effectivement le groupe a été découpé en plusieurs tranches et tout. Il reste quand même l'actionnaire majoritaire d'Hachette et tout. Donc voilà, et ça me posait un vrai cas de conscience. Et c'est vrai qu'ici on a trouvé plutôt l'inverse, en fait, tu vois, notamment dans l'alignement politique chez LNE. Un truc ici, c'est que la liberté éditoriale est inscrite dans les statuts des maisons. Les patrons de maison sont actionnaires de leur maison. Donc, on ne peut pas toucher à ça. Si demain on veut faire un livre d'extrême droite, on a le droit de le faire, par exemple, mais plutôt l'inverse. Mais c'est quelque chose qui nous a été dit, et aussi les actionnaires du groupe ont eu ce message politique dans des temps qui sont quand même un peu troublés en ce moment. On va pas se le cacher, pour la culture et pour la politique. Et on nous a dit, voilà, que je crois qu'on peut le dire, qu'il y a des dangers à l'extrême droite pour la culture, pour tout ça. Et donc, on nous invite pas à faire des pamphlets de gauche. Hein. Je veux dire, on nous demande pas, voilà. Si on veut le faire, on peut le faire. Et petit biopic de Jean-Luc Mélenchon. C'est marrant, j'ai fait cette blague là. BD. Et non, pas du tout. Non, plutôt aller dans des trucs assez concrets, justement, plutôt que dans les stunts, tu vois, de biopic et machin. Mais c'est vrai que c'est aussi notre rôle, et notamment quand t'es éditeur de créa, il y a un rôle éminemment politique à ton statut. Quand tu fais du publishing, tu fais un peu que du business quand même. Tu vois, en vrai, t'achètes des droits pour les faire fructifier pendant 7 ans, 5 ans, 10 ans, la durée du contrat. Oui, mais tu choisis quand même les œuvres que tu vas acquérir et ce qu'elles racontent dedans aussi. Si t'as envie de publier Ethan Van Sciver, ça dit quelque chose de toi, par exemple. Si tu veux faire Cyberfrog, effectivement. Après, faut qu'il y ait du matériel, et ça, c'est un peu le bas qui blesse, quoi. Donc, bon. je sais pas. Il arrive pas à sortir ses BD. Je suis pas très au fait de l'actu d'Ethan Van Sciver, malheureusement. T'inquiète. Il en a pas, c'est le principe. Ok. Donc, t'inquiète. Fait ses levées de fonds, c'est ça, c'est qu'il fait des levées de fonds, mais il sort pas ses BD, en fait. Il a donné l'argent à Ice, et voilà. Voilà. Donc, mais par contre, j'avais une autre une autre question à te poser là-dessus, on monte une maison d'édition, donc, de bande dessinée en 2025, donc, en 2026 pour le lancement, dans un marché qui fait quoi, 7500 nouveautés à l'année. Comment est-ce qu'on se dit il y a encore de la place pour nous, et comment on va marquer la différence avec justement tout ce qui existe déjà? Comment on attire les auteurs dans un marché où justement attends, il y a beaucoup de questions là. Ouais. J'attends beaucoup de réponses. Alors déjà les 7500 nouveautés, il y a quand même une catégorisation à faire. C'est-à-dire que dans les 7500, tu comptes les rééditions, tu comptes en nouveauté pure, toutes les traductions, tout ce qui relève plus du compte d'auteur ou du fanzina, mais qu'on compte en livre quand même. Donc il y a quand même aussi des niveaux. Il y a des niveaux quand même c'est un peu objectif quand même, quoi. Dans les 7500 nouveautés, il y en a combien qui sont diffusées correctement, on va dire. T'en enlèves déjà pas mal. Admettons qu'on en est quand même à plus de 3 ou 4000 nouveautés par an, peut-être. Si on parle de pure créa sans les... Pure créa franco-belge, ouais. Non, moins, je pense. Moins en franco-belge. Ouais. Faudrait vérifier, je sais pas, j'en ai aucune idée à vrai dire. Bon, mais le problème, c'est que si on se pose ces questions-là. Après, tu vois la question sous-jacente, c'est qu'il y a quand même une production qui est très importante. Elle est très importante. Elle est très importante. En faisant des bons livres. Tu vois, c'est ça. En fait, le meilleur moyen de combattre l'accélérationnisme, c'est d'aller faire de la qualité, quoi. Et dans tous les domaines, je veux dire. C'est parce qu'en fait, il y a une surproduction dans absolument tout aujourd'hui. Et, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un niveau de qualité moyen qui, je pense, en fait, est assez élevé. Et que on parle tout le temps de nivellement par le bas et tout. Je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Tu regardes, par exemple, en jeu vidéo, il y a jamais eu autant de jeux vidéo. On se prend des années en jeux vidéo qui sont tous plus légendaires les unes que les autres dans 10 registres différents à chaque fois. Et je pense qu'il faut aussi valoriser ça, justement. Qu'en fait, il y a beaucoup plus d'offres, il y a beaucoup plus de demandes aussi. C'est aussi la réalité des marchés et tout ça. Et que malheureusement, on a l'image très algorithmique des Netflix et consorts et machin qui ne proposent que de la merde. Tu vois, enfin que de la merde. Non, c'est pas vrai en plus, parce qu'il y a des super trucs sur Netflix. Mais malheureusement, les algorithmes
invite un peu à la merde. Et notre rôle à nous, et je pense que particulièrement dans un monde qui est voué dans 10 ans à avoir le top 50 réalisé avec IA ou par une IA complètement, et le top 50 des trucs qui ont été faits de manière artisanale et purement humaine et tout ça, je pense que notre rôle, c'est celui de curateur, en fait. Éditeur, c'est être un curateur. Et je pense que le métier de curateur, donc de choisir quelles sont les œuvres qu'il faut mettre en avant, ce qu'on fait en les publiant, de fait, forcément, c'est un truc qui va progresser à mesure que on va continuer avec les algorithmes et l'IA et tout le slop, tu vois, qui est cette espèce de grosse marée automesque là, tu vois, qui roule comme ça sur la culture. Et en fait, c'est le rôle de Morgan aujourd'hui. Et je pense qu'on arrive au bon moment pour ça, de dire nos bouquins, ils sont déjà, on n'en fait pas beaucoup. On en fait 13 cette année, 24 a priori en 2027. Bon, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment dans une dynamique de surproduction, et surtout, a priori 24-30, ce serait le grand maximum qu'on s'autoriserait à l'année. Il n'y a pas que des créas dedans, il y a à peu près 80%, 75 peut-être % de créas. Donc, et de toute façon, tous les bouquins qu'on publie, on y croit, et on les fait pour une raison à chaque fois. Il y a jamais le truc de faut absolument remplir le line-up, faut aller prendre un middle seller pour aller faire un CEP qui gagne un peu d'argent pour machin. Non, tu vois, c'est vraiment pas notre sujet. Et surtout, il y a des auteurs à bien accompagner. En fait, la base, elle est juste là, quoi. Tu vois, nous, on publie autant de bons bouquins qu'il y a de bons projets qui arrivent sur notre table aussi. Si d'ailleurs, demain, on reçoit 30 projets extraordinaires, et ben, j'irai me battre pour que ces 30 projets extraordinaires aient le droit de sortir, quitte à ce qu'il y ait 40 sorties cette année-là. Mais parce que la vie a voulu qu'on avait ces 30 projets extraordinaires qui, par un truchement chelou, veulent tous sortir en même temps, quoi. Mais notre rôle, il est surtout là. Et d'ailleurs, à l'inverse, moi, je suis pas du tout obsédé par la croissance. Je pense que l'économie mondiale est malade de cette recherche de croissance annuelle, qui est vraiment une énorme connerie, en fait. Et nous, on pourrait très bien envisager de publier moins de titres en 2029 qu'en 2028, quitte mathématiquement, évidemment, à faire une projection avec une décroissance, en fait, tu vois, financière. Mais parce que on projette pas non plus un fonctionnement qu'à flux tendu, quoi. Alors c'est peut-être un peu technique et tout, c'est un peu de la financement de boîte et tout, mais on pourrait se permettre, a priori, en tout cas, d'avoir 2, 3, 4, 5 titres en moins une année par rapport à la précédente, si on n'a pas suffisamment de projets qui ont su nous convaincre. Et c'est là où il faut rester frais, justement. Et un peu alerte sur les projets, parce que quand tu fais de la créa, des fois, tu reçois des projets, ils sont pas prêts encore. Mais il faut savoir voir au travers et se dire, attends. Je pense que si on arrive à travailler ça et ça avec l'auteur, on tient un truc qui est solide, quoi. Et c'est notre rôle. Et après, un autre de nos rôles, c'est aussi dans une période de surproduction, c'est de réfléchir à comment on met ces œuvres sur le marché, quoi. Enfin, comment on les sort et comment on en parle, quoi. Petite comme grosse maison, il y a cet effet de cavalerie, d'enchaînement, d'entraînement. Tu sais plus dire non. T'as dit oui à cet auteur, il faut poursuivre quoi qu'il en coûte. Mais surtout, on sort des livres pour les sortir, pas pour en parler, pas pour les promouvoir au sens noble du terme. Il y en a plein, on le sait, quoi. On sait que même les gros éditeurs, enfin peut-être même surtout les gros éditeurs, ils sortent des livres parce qu'ils ont signé un contrat et puis ils ont pas les budgets marketing, ils ont machin, ou ils pensent que ça va pas marcher, donc on fait rien. Donc voilà, ça c'est aussi le côté. C'est de plus en plus sur des créas d'ailleurs. Il y a une époque où c'était beaucoup sur le publishing, qui était un peu du coup forcément victime des budgets qui avaient séché, qui avaient fondu, tout ça, parce que c'est aussi une réalité, c'est que les budgets marketing fondent dans les gros groupes d'année en année. Le contrôle de gestion, le fameux. Et maintenant, on le voit sur des projets de créa. Nous, on a des auteurs, on trahira pas de secret, on dira pas de nom, mais qui nous ont appelés pour qu'on les sorte de là où ils sont, parce que leur éditeur là-bas a dit, mais je ne ferai aucune promo sur ton livre. C'est en fait ton livre, je l'aime pas trop. En gros, ça veut dire ça. Oui. Et je vais le sortir parce que le contrat m'oblige à le sortir, mais je ferai pas de promo. Et t'imagines la violence que c'est pour un auteur, notamment un primo-auteur, qui a peut-être pas le cuir encore cette année pour se rendre compte que malheureusement des fois il y a des livres qui n'ont pas de chance, c'est une affaire de timing et tout ça. Tu vois, moi c'est des situations qui m'ont touché littéralement. Et en même temps on peut pas, en l'occurrence pour ce projet-là on peut malheureusement rien faire pour des raisons politiques et faut qu'on fasse un peu attention. Mais c'est terrible, quoi. Tu vois, enfin, vraiment c'est un truc. Moi je veux qu'on en arrive jamais là. C'est-à-dire que si on doit sacrifier un projet, c'est pour des raisons très précises. C'est qu'il y a un problème fondamental et à mon avis qui relève de valeurs cardinales qui ne vont pas avec l'auteur ou quelqu'un lié au projet ou quoi. Mais si on le signe, on sait pourquoi on le signe et on sait quel risque on prend. Et des fois, on signe des projets, on sait très bien
que ça va pas être ils seront pas dans le top 10 GFK ou le rapport Nielsen de la fin de l'année. Mais on s'en fout, c'est pas que ça notre rôle, c'est aussi de publier des bouquins différents, c'est aussi de permettre à des auteurs de prendre des risques, c'est aussi de justement de permettre à des auteurs de faire une première œuvre qu'en appelle une seconde, et qui est pas juste là pour dire j'ai été publié. Et mais bon, voilà, tout ça c'est des grandes idées. Après il y a le réel et il faut réfléchir aussi à ce qu'on est capable de faire à chaque fois. Et puis aussi à comment on occupe les librairies. Je veux dire, les librairies sont en crise, c'est une réalité. Les libraires n'ont plus l'argent de commander les livres. C'est un truc qu'il faut voir. En fait, s'il y a un recul en librairie, c'est parce que les libraires n'ont pas les moyens de commander 10 livres. Donc la fameuse mise en place dont on parle tout le temps. En fait, ils en prennent 5 parce que eux, ils les payent les livres. Même s'ils ont une remise à peu près de 40%, ils payent le livre quand même. Donc si t'as plus de l'argent d'acheter le livre avant de le vendre, du coup, t'en commandes que la moitié. Et tout ça fait une espèce comme ça de déliquescence. Et si tu mets ça en face de la surproduction, il y a plus de livres, moins d'argent, et faudrait quand même en acheter autre. Tu vois, ça, évidemment, ça marche pas, quoi. Tu fais pas rentrer des ronds dans des carrés. Donc, il y a ça aussi. Réfléchir à comment on défend les livres intelligemment, effectivement. Et la vertu des dédicaces, par exemple. Nous, on a fait le choix de rémunérer les auteurs quand ils vont en dédicace, parce que ça nous semble aussi être un combat. Je dirais, c'est pareil. Je pense que dans 10 ans, on en rigolera, tu vois, du fait qu'avant, on payait pas les auteurs en dédicace, quoi. Et ce que les Américains ont réglé par le fait que l'auteur fait des commissions comme ça, ils se débrouillent et c'est très libéral et tout. Nous, on a un modèle un peu plus socialiste, en fait, littéralement, quoi, où on paye l'auteur un per diem à la journée quand il va en dédicace. Du coup, tu te poses un peu la question aussi, quelle dédicace, comment, pourquoi, tu vois, qu'est-ce qu'apporte aussi le libraire en face, et voilà. Et c'est repenser un peu quelques basiques comme ça du métier, quoi. Et c'est hyper excitant en soi. Et d'ailleurs, on voit que les libraires sont hyper clients de ça aussi. Et quand on se parle, ils trouvent ça hyper positif, quoi, aussi, qu'on se pose les bonnes questions. Et puis c'est vrai que les librairies chez nous, chez Morgan, c'est très important. Évidemment, la Fnac aussi, c'est important. Cultura, c'est important. Amazon, c'est important et tout, ok. Mais le jour où il y aura plus de libraires, on va avoir un vrai problème. Donc, et là, il y a urgence, en fait. Notamment, petit aparté, désolé, je me permets, il faut bien comprendre que la disparition du Festival d'Angoulême va tuer des librairies. C'est une réalité du terrain. Moi, j'ai 5-6 confrères libraires de très grosses librairies parfois qui m'ont dit, je pense pas passer l'année. Mais en fait, si ces libraires la ferment, comme on a perdu d'ailleurs. Tu parles de librairie locale à Angoulême même ou dans de la France? Non. Les librairies locales à Angoulême, malheureusement, c'est encore plus compliqué pour eux. Encore que là, ils ont les aides. Il y a des aides, du coup, avec l'argent qui était premier au festival, qui leur revient et qui va leur permettre vraiment de souffler, et c'est super. Pour une fois que c'est bien redistribué, quoi. Mais non, je parle de libraires en France qui tiennent les stands des grosses maisons, tout ça. Pour qui normalement Angoulême c'est un deuxième Noël. Et en fait, aujourd'hui, sans le deuxième Noël, t'es mort. C'est la réalité dans laquelle on est. Et vous savez, donc j'ai les librairies de Tsundoku à Marseille. Ça m'arrive de discuter avec les homologues de distribution de chez Média MDS, quoi, d'Interforum, de Hachette, tout ça. Et bon, souvent quand on se parle, ils me disent combien de librairies ont fermé la semaine en question. C'est alarmant, vraiment. Il y a, alors certes, on va nous dire oui, mais c'est toutes celles qui ont ouvert pendant le Covid, donc en fait, elles n'avaient pas les reins assez solides. Bon, voilà, c'est la sélection naturelle. Il y en a eu, quoi. Notamment des librairies manga qui ont cru que le manga allait devenir un Eldorado inépuisable, qui ont ouvert en 2021 avec le boom. Et effectivement que 3 ans après, 50% de celles qui ont ouvert à cette période-là ont fermé parce qu'elles n'ont pas compris ce que c'était le vrai métier de libraire, en fait, tu vois. Ouais, c'est sûrement vrai. Et puis le manga a chuté de 35% depuis 2021, donc forcément. Je crois que c'est 40 maintenant. C'est 34,3. Je me suis tapé le graphique hier. J'ai le chiffre encore frais là en tête. Ce qui est quand même énorme. Mais en même temps, on compare à 2021, qui est une année record. Voilà. Comparé à 2020, en fait, ça va. Mais le truc, c'est que la chute se poursuit quand même, quoi, d'année en année. Et du coup, quand t'es libraire et que t'as des projections et que tu dois faire avec une chute de 33%, ça fait mal, je peux vous en parler. Mais, rendons-nous compte d'un truc, BDnet Bastille, quand même une des plus belles librairies BD de Paris, a fermé 2 mois avant qu'on apprenne qu'il n'y ait pas Angoulême et tout ça. C'est un truc qui va se poursuivre sur d'autres librairies. Après, Bastille, c'est un cas particulier aussi. C'est un cas un peu particulier. Qui a pas voulu reprendre le bail. Donc bon, enfin, qui a pas voulu revendre le bail et qui l'a laissé à une boutique de chaussures. Ouais. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais, Mais effectivement, c'est aussi une décision du patron, assez incompréhensible par ailleurs. Ouais. Mais bon. Parce que la boutique était rentable en plus, d'autant enfin. En tout cas, elle perdait pas d'argent pour justifier que ce soit revendu, quoi. Mais bon. Elle en gagnait pas assez par rapport à ce qu'elle pourrait rapporter. Effectivement, il était pas possible d'augmenter le loyer. Bref, je vais pas raconter toute l'histoire, mais, ça reste quand même une affaire d'argent à la fin et du fait que les librairies ne crachaient pas assez de résultats opérationnels, qu'on appelle donc de bénéfices, très concrètement. Et que là, cette année, on risque de perdre des mastodontes de la librairie. Et que, en fait, quand on va se réveiller dans 3 ans et qu'on va se dire, ah oui, tu te souviens, c'était cool en 2025 quand il y avait encore lui et lui et lui et lui et elle. Et on sait que c'est ça qui est important avec les librairies, c'est que
ils vendent pas seulement des livres, ils sont dans un quartier, dans une ville, ils font vivre des choses, ils font parler, voilà, et que quand tu les perds, bah tu retrouves jamais en fait. Tu retrouves jamais ça, tu retrouves jamais le chiffre. Déjà pour commencer quoi. Ah mais t'imagines quand on va devoir envoyer les auteurs en dédicace à côté du rayon poissonnerie chez Carrefour, ça va être un peu relou quand même. C'est plus cool d'aller dans une librairie a priori et soutenir un petit commerce quoi. Tu vois, et des métiers parce que c'est aussi plein de gens qui travaillent et qui ont un savoir-faire énorme et qui sont justement des prescripteurs et les meilleurs relais de prescription qu'on peut imaginer. Et rendons-nous compte de la chance extraordinaire qu'on a d'avoir des librairies en France. Ah bah oui. Quand tu voyages à l'étranger aujourd'hui, c'est flippant. Les librairies ont disparu des villes. C'est une réalité quoi. Alors, il en reste souvent des petites ou des concepts. Tu vois, la librairie qui vend un seul livre, la librairie qui vend que de l'historique, la librairie qui vend que du chrétien, la librairie mais des librairies généralistes, on est vraiment une exception. J'en parlais avec les copains italiens l'autre jour. Putain, en Italie, laisse tomber. On voit toutes nos librairies fermées. En Espagne, à Barcelone, il y a 2 librairies énormes qui ont fermé. Madrid, il y a des librairies qui ont fermé aussi. D'ailleurs, la bonne librairie à Madrid, là, en ce moment, c'est une librairie qui a moins de 2 ans, quoi. Et nous, on a cette chance, qui est évidemment intrinsèquement liée à la loi Langue et à des trucs là aussi un peu techniques et tout, mais qu'il faut quand même, et qu'il faut quand même défendre, quoi. En fait, c'est hyper important. Et donc, si nous, éditeurs, on commence pas à défendre ça, ou en tout cas à réfléchir à ce qu'on fait avec les libraires, ben on va juste aller dans le mur quoi. Et donc vu que la question sous-jacente était est-ce que c'est pas trop de la folie de faire une maison d'édition de BD en 2025, un peu ouais. Mais en même temps c'était de la folie de monter une maison d'édition de manga en 2021 il paraît, de faire du comics en 2018 il paraît. Bon voilà, écoute, je pense que si tu fais de toute façon c'est une folie en fait. Ben oui, en fait. Et puis c'est une forme de privilège aussi très occidental qu'on a de pouvoir faire ces métiers, de justement proposer toutes ces histoires à lire et tout ça. Et ouais, non, je pense qu'il y aura toujours de la place pour les bons bouquins. Ça, c'est la réalité bête et méchante et crue, mais c'est voilà. Donc si nous on est persuadés que c'est les bons bouquins, bah c'est l'important. On fera tout pour convaincre tout le monde que c'est le cas. Bah ouais, parce que c'est le cas en fait. Donc ah bah ça c'est ce que vous pensez et c'est bien à vous de le penser. Oui, j'imagine. Mais Télérama l'a dit, donc a priori. Si Télérama le dit, c'est que c'est vrai. Mais le truc c'est que tous les éditeurs sont chacun de leur côté persuadés de faire des bons bouquins. Enfin, je pense oui. Pas toujours. Bah non en fait. Non. Toi tu penses que non. Il y en a qui sont persuadés de faire un. Enfin après c'est la définition du bon bouquin. Il y en a qui sont persuadés qu'un bon bouquin c'est un bouquin qui se vend. Et je suis désolé, mais c'est pas vrai. En tout cas, et après tu précises qu'il se vend en combien de temps? Est-ce que c'est les fameux 12 semaines qui comptent, les 12 semaines de GFK, ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est 10 ans? Il y a des bouquins qui continuent de se vendre, et puis il y a des bouquins qui doivent exister en fait aussi. Alors, exactement. Ouais. Donc il faut faire très attention, mais il y a des bouquins qui doivent exister parce que l'auteur est important. Parce que sa manière de s'exprimer, de faire les choses, de ce qu'il veut raconter, sont uniques, sont intéressantes, sont dérangeantes, pourquoi pas aussi, quoi. Et puis ce bouquin-là, si t'en imprimes que 5000 exemplaires, bah t'en vendras jamais 8000 puisque t'en as imprimé que 5000. Donc tu vois, mais en même temps, il faut qu'il existe, donc il existe. Donc enfin, tu vois, c'est là où c'est un peu absurde. Et on a vu aussi plein de plantades de bouquins qui étaient censés être ultra commerciaux, hyper mass market, machin, imprimés à 100 000 exemplaires, qui se sont plantés totalement, quoi, compris des 70% de taux de retour. Alors évidemment, c'est pas la norme, parce que il y a un truc très sécure, tu vois, dans le fait de faire des gros bangers comme ça, tu vois, vraiment très mass market et tout. Je pense que le meilleur exemple, c'est Undertaker, qui est une série de qualité. Ralph Meyer, c'est un dessinateur extraordinaire. Xavier, je pense, a fait un de ses meilleurs scénarios dessus et tout ça. Et tu savais que ça allait marcher, et ça a marché. Mais à l'inverse, et on les oublie, en fait, parce qu'il y a une forme de résilience là aussi de l'industrie là-dessus. Il y a eu beaucoup de très gros projets qui ont été lancés, qui étaient censés être des succès énormes, qui se sont ramassés vraiment de manière terrible, quoi. Et qui, en plus, si on parle uniquement effectivement de qualité éditoriale, quoi, bah, méritait pas beaucoup mieux, quoi. Et mais en même temps, voilà, des fois tu vas avoir des trucs qui paraissent être vraiment pas terrible pour être très poli, quoi, ou des trucs, je sais pas moi, Didier Raoult t'explique l'hydroxychloroquine, tu vois, dans une BD gaguesque avec non mais c'est un vrai truc. Non. Et si c'est un vrai truc. Ouais. Ouais. Et enfin pas l'hydroxychloroquine, mais c'est Didier Raoult. En fait, c'est la BD Didier Raoult, quoi. Okay. Elle existe. Et vous allez regarder les GFK, vous allez péter les plombs, les gars. C'est 80 000 exemplaires. Wow. C'est du délire. Et donc nous on combat pas ça, évidemment. Mais par contre, on essaie de promouvoir des bouquins qui vont un peu plus loin, qui essayent de faire des choses un peu différentes, et puis des auteurs surtout, quoi, parce qu'en fait à la fin c'est les auteurs qui sont fascinants.
Et ça, c'est un truc que j'avais noté même dans la vidéo de présentation que vous aviez faite à l'automne dernier pour Morgan, que toi-même tu disais, Thomas, que c'était le plus important pour vous, donc les auteurs et les autrices, que c'était la matière première, que même quand on te disait que t'étais un excellent éditeur, tu disais non, j'ai accompagné d'excellents auteurs et autrices. Vraiment, et c'est évidemment une posture. Mais est-ce que vous pouvez un peu l'expliciter, cette posture? C'est loin d'être, ça peut pas être seulement une posture, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous, on est dans le meilleur des cas, on est ceux qui permettent aux auteurs d'être lus, d'être publiés, d'être lus. Mais voilà, on est avec ces débats autour de l'IA, mais moi j'hallucine de voir ça, quoi. Il y a que les auteurs. Qu'est-ce que tu fais sans auteurs? C'est comme en musique sans musicien, tu peux rien faire sans eux. Rien. Spotify pense autrement. Mais tu peux être soi-disant le meilleur éditeur de l'histoire de l'édition de littérature. Si t'as pas un romancier, t'es comme un con, pas quoi. De bras, hein, t'as rien du tout, quoi. T'as que dalle, quoi. Donc pour moi, notre métier, c'est d'aider les auteurs à faire le meilleur livre possible. Ouais. Après, on pourra en parler des années. Ça serait parfois passionnant, parfois chiant comme la lune, mais notre métier, c'est ça. C'est ok, je crois au talent de ce mec-là, et alors là, c'est là où tu peux avoir une part de cynisme, une part d'enthousiasme bête, une part de naïveté, voilà, mais je crois que cet auteur est bon pour telle et telle raison, pour telle et telle chose, et je vais l'aider. Alors des fois, l'aider, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être s'effacer, ça peut être ultra présent, ça dépend, et voilà, et t'apprends à le faire, quoi. Et c'est déjà, désolé, je fais vraiment le rôle du financier dans l'histoire, mais c'est aussi financier au départ, quoi. Oui, aussi. C'est déjà, tu le mets dans des bonnes conditions. Surtout en bande dessinée, en plus. Surtout en BD, ouais. Parce qu'on est dans un secteur d'édition où, alors historiquement, c'est historique. Tu te tapes l'ensemble des critères. T'as le critère historique. Les romanciers, il y en a très peu qui gagnent leur vie de leur plume, et donc ils sont de toute manière, dès que tu as velléité d'écrire des livres, de texte, tu pars du principe que tu as intérêt à avoir un métier, parce que tu as quasiment une chance sur 1 milliard de pouvoir en vivre. Alors que en bande dessinée, ne serait-ce que pour le dessinateur ou l'auteur complet, enfin quand tu dessines, c'est quasi impossible de faire autre chose, en fait. Ou alors tu le fais vraiment en total dilettante et tu fais un livre par décennie, dans le meilleur des cas, parce que travailler le soir quand tu es dessinateur, après avoir tapé une journée de boulot, c'est quasi impossible. C'est clair. Ouais. C'est impossible, en fait. Ouais, c'est quasi impossible. Donc, on a une responsabilité, c'est être éditeur de bande dessinée un peu sérieux, c'est permettre aux dessinateurs, aux auteurs, de pouvoir travailler. Et donc de les payer suffisamment, jamais assez, amis auteurs et autrices, si vous nous entendez. Évidemment, ce n'est jamais assez, mais de les payer pour qu'ils puissent faire leur livre. Il y a des fois où c'est assez quand même. Non, il y a des fois où il y a aussi le tableur en face. Oui, non, mais c'est vrai que évidemment, on fait tout pour que les auteurs aient le plus d'argent possible du fruit de leur travail. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est basique, quoi. On prend souvent cette image du boulanger, nanana, imagine s'il touchait que 10 centimes sur sa baguette et tout, mais il y a un peu un fond de vérité quand même là-dedans, quoi. Donc, Après, pour revenir à ta question de départ, les auteurs, les autrices, voilà, mais c'est aussi des choix qu'on fait. Tu peux faire ton métier d'éditeur en étant dur, en étant pas fidèle. Tu peux prendre quelqu'un, lui faire un livre, et puis ça marche pas, le jeter comme un vieux Kleenex. Tu peux faire ça. Mais c'est pas, enfin voilà, nous on est des gens. A priori, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. C'est aussi pour ça d'ailleurs que quand on s'engage avec un auteur, on réfléchit et on bâtit un plan, même si on va pas dire à l'auteur, ok, donc super, t'as fait ce livre-là, donc après on en fait 2, je t'en commande 3 au fait. Et on fonctionne pas du tout comme des majors en musique par exemple qui font ça, qui signent plusieurs albums et tout ça. Mais par contre, on est toujours dans l'idée de se dire, ok, bon, et dans la possibilité où ça marche pas, on voit comment limiter le risque en fait, voilà, et ça n'entache pas du tout la possibilité de retravailler ensemble. Combien d'exemples il y a d'auteurs qui ont eu un premier ou même un deuxième bouquin qui n'ont pas marché et le troisième d'un coup a explosé. Et des fois, tu sais même pas trop pourquoi, quoi. Tu vois, c'est une affaire de timing. Moi, je pense que le timing, c'est 80% de la recette du succès d'un album, quoi. Et c'est vraiment l'histoire de l'édition, ça. C'est-à-dire que et c'est ce que nos contrôleurs de gestion qu'on aime tant haïr ne comprendront jamais. C'est que l'histoire de l'édition, c'est ça. C'est tu fais un premier livre
qui éveille, dans le meilleur des cas, un intérêt du petit cercle d'initiés professionnels de l'édition, ou les critiques, ou les journalistes, et puis le cœur du public vraiment hardcore du domaine dans lequel tu t'exprimes. Le deuxième, si tout le monde travaille bien, bah, ça élargit un peu, et puis le troisième, le quatrième, bah, ça peut atteindre un large public. C'est l'histoire de l'édition, c'est comme ça que ça a toujours marché comme ça. Moi, j'étais pas chez Dargaud quand le premier Chat du Rabbin est sorti, mais là, à l'époque, les mises en place étaient 3 fois plus grosses qu'aujourd'hui. Hein. Il y avait 10 fois moins de bouquins. La mise en place du Chat du Rabbin, c'est 6000 exemplaires. Ouais, ce qui est dingue. Tu penses aujourd'hui, c'est dingue. Voilà. Et il le sortait. Donc, moi, j'en parle d'autant plus facilement que j'y étais pas. Donc, c'est vraiment, je crois, assez objectif. C'est qu'il le sortait en disant bon, bah, c'est génial. On n'est pas persuadé que ça va cartonner, hein, quand même. Un chat qui parle parce qu'il a bouffé un perroquet, faut quand même pas prendre les gens pour des cons. Et puis, ils ont réimprimé, mais quasiment toutes les semaines, en fait. Bon, voilà, ça c'est. Et Johan avait déjà fait un paquet de livres, en fait, derrière. Ou un autre exemple, toujours dans la même maison, Mathieu Sapin, qui avait fait des trucs chez les Requins Marteaux ou Six Pieds Sous Terre, je me souviens plus, qui était quand même assez underground. Dargaud, ils ont mis 4-5 livres de Mathieu Sapin avant qu'il devienne un gros vendeur de livres. C'est à la fois si je suis un peu cynique, c'est un peu la manière dont économiquement les entreprises d'édition doivent fonctionner, c'est d'investir. Et si je suis pas du tout cynique, ce qui est mon cas, en fait, c'est que c'est comme ça que ça se passe, parce que tu apprends, les auteurs apprennent en faisant, et que Bien voilà, sûr. et que ils peuvent. T'as toujours une exception du pur génie qui débarque, mais en fait non, en fait ça marche jamais comme ça non plus, quoi. Non, tu peux pas sortir un chef-d'œuvre comme ça. C'est rarissime, quoi. Ça c'est déjà arrivé, mais voilà, on fait pas les exceptions pour confirmer les règles, quoi. Donc, mais c'est vrai que tu vois, j'y pense, avec ce regard-là, c'est exactement ce qui arrive à Mathieu Bablé aussi. T'as Adrasté, La Belle Mort. Et après il y a Shangri-La, et c'est au troisième que ça pète vraiment, et quand on dit que ça pète, ça a pété sur Shangri-La, quoi. C'est d'un coup devenu un auteur qui faisait plus de 100 000, quoi. Et puis après voilà, Carbone, et puis même Neyef, c'est Okaye qui l'a révélé vraiment. Tout à fait, Neyef avait déjà fait des choses avant, il avait déjà Blackie pareil, enfin Guillaume Singelin pareil, tu vois, c'est sur son dernier album qu'il a enfin connu un vrai gros succès en BD, et c'est un truc qui est assez vrai. Et je nous souhaite que pour Jade ce soit dès le deuxième album, mais même si Zoc pour le coup a très bien marché pour un premier album, mais ouais. Et j'avais une question, alors concrètement, cette volonté de mettre les auteurs en avant, donc si j'ai compris, c'est pour qu'ils soient dans des bonnes conditions de travail, c'est que vous mettez des avances qui sont correctes, on va dire, qui sont plus élevées. Vous parliez voire aussi, plus que correct. Voire plus que correct. Après, j'imagine que toi, avec ton expérience, tu as pu voir en fait maintenant quelles étaient en fait l'ordre de grandeur des avances qu'on donne en général dans le milieu de la BD. Et c'est aussi des choses pour pas pour qu'ils aient le temps de travailler et qu'ils le fassent le moins en prenant le moins de temps possible, parce que c'est surtout la raison en fait. Bah oui. Pour que justement ils aient pas la tentation de dire merde, faut que j'aille bosser ailleurs. C'est une sorte là je suis un peu naïf, mais c'est quand même vrai, c'est une sorte d'échange de bons procédés aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un intérêt, c'est des intérêts partagés. C'est-à-dire que tout à fait. Si tu payes suffisamment un auteur, il va te faire un livre dans de meilleures conditions d'état d'esprit. C'est quand même un peu important. C'est-à-dire que si t'as un mec, et il va le faire plus vite. Si t'as quelqu'un, un auteur ou une autrice qui doit faire des illustrations, 6 mois de storyboard dans l'anime, machin, et ton bouquin, non seulement il va être plus long, mais en fait tout s'étiole. L'envie s'étiole. Chez l'auteur, comme chez l'éditeur, comme chez les fans qui suivent l'auteur sur les réseaux sociaux, qui au bout d'un moment se disent bon putain, ça fait 3 ans qu'on attend ton livre, en fait tu l'envie en fait. Et notre boulot, c'est ça, c'est d'essayer d'entretenir la flamme dans le rapport éditeur-auteur, mais aussi la flamme vis-à-vis du public et de tout le milieu, quoi. Et voilà. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre de nos vies. Hein. On est au XXIe siècle. On est dans une société capitaliste. Il n'y a pas encore. Enfin, on n'est pas en Norvège où les auteurs ont des salaires minimaux, quoi. Voilà. Mais tu l'as dit justement tout à l'heure dans cette réflexion que moi je m'étais jamais faite, mais en fait on leur permet qu'être auteur de BD devienne un métier, et donc si c'est un métier, forcément tout le monde mensualise. Donc la question c'est combien de mois va me prendre ma BD pour la réaliser, storyboard, voilà, et puis le rendu des planches, peu importe la technique.
Et donc, du coup, l'avance, tu la divises par le nombre de mois, quoi. Et après, tu regardes un peu en termes de salaire mensuel, est-ce que c'est OK pour payer son loyer, faire ses courses, avoir un petit peu d'activité à côté, etc., etc. Et donc, ne pas avoir besoin, effectivement, d'aller faire des piges à droite et à gauche, ou en tout cas des piges forcées. Et que si tu veux faire une pige, c'est parce que t'en as vraiment envie, parce qu'en vérité, t'en as pas trop besoin, puisque t'as un revenu qui t'assure de pouvoir bien vivre convenablement sur l'avance. Parce qu'après, en plus, il y a les royautés. C'est-à-dire que les royautés, c'est quand même le truc le plus vertueux du monde. Si c'est un succès, ça profite à tout le monde. Et donc, plus hautes sont les royautés. Nous, par exemple, avec notre système de 16%, qui est quand même un palier assez énorme, au-dessus de 50 000 exemplaires. Mais nous, au-dessus de 50 000 exemplaires, c'est bon, le bouquin, il est remboursé pour nous. Donc, en fait, il va gagner des sous pour la maison et c'est génial. On est sorti du risque, si tu veux. Et en même temps, pour l'auteur, c'est encore mieux, puisqu'il touche 16% du prix de vente de son bouquin. Donc, c'est super. C'est-à-dire que tu as meilleur partage, de vente, voilà. Ouais. Et donc, après, tous les 6 mois, parce que la magie des royautés, c'est que ça dure toute la vie. Enfin, donc, tu vends des BD. Voilà. En fait, techniquement, c'est toute la vie. Après, c'est tant que ta BD est en vente, quoi, évidemment. Mais du coup, tous les 6 mois, tu reçois des revenus additionnels. Et si t'es un auteur comme Johann Sfar, par exemple, que t'as cité, qui vend beaucoup, c'est hyper cool. Parce que ça te permet d'avoir plus de confort pour des projets derrière et tout ça. De prendre le temps. Et voilà, c'est un peu cette image d'une boucle comme ça qui s'élargit au fur et à mesure parce que t'as plus de temps pour réfléchir à ce que t'as vraiment envie de faire et tout ça. Et en même temps, il y a aussi cette espèce de tension créative toujours qu'il faut trouver et tout ça et ne pas se vautrer, entre guillemets, tu vois, une fois que t'es dans le succès. Mais ça, c'est aussi notre rôle à nous, d'éditeurs, aussi, de savoir exciter les auteurs, justement, quand c'est déjà, parce qu'on travaille aussi avec des grands noms de la BD qui n'ont pas besoin de Morgan, qui pourraient être édités où ils veulent et machin tout ça. Et mais s'ils viennent chez nous, c'est aussi parce qu'ils se disent que il y a un truc qui se passe et que leurs idées seront mieux jugées ici, jaugées peut-être. Et ça, c'est hyper cool aussi, par ailleurs, dans notre travail. Oui. Parce que c'est une énorme responsabilité, en fait, quand un auteur te confie ça, tu vois. Et puis souvent avec beaucoup de pudeur et tout, parce que voilà, dans le rapport aux auteurs, il y a ce truc où pas du tout des non-dits, mais par contre les choses se disent vraiment, c'est très effleuré, quoi, tu vois. Et parce qu'il y a beaucoup de sensibilité dans tous les côtés, quoi. Ouais, et puis en plus, autre particularité de la bande dessinée, enfin, c'est avec le fait que c'est plutôt long à produire. Nous, on est sur des rapports vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que quand tu commences un album en création, en moyenne, c'est 1 an et demi. Allez, là, on vient de signer entre le moment où on t'envoie le projet, tu commences à discuter, et le bouquin sort, c'est 1 an et demi, 2 ans, ça peut aller jusqu'à 3 selon, quoi. Je veux dire, c'est même plus, en vrai, c'est même plus 2 ans qu'autre chose, voilà, quoi. C'est parce que, 2 ans. tu vois, je pense au projet que j'évoquais tout à l'heure, je pense que tu vois très bien lequel, qu'on vient de signer là, d'un jeune auteur, dont c'est quasiment le premier album, on peut dire ça comme ça, qui sortira en 2028, voire au 2e semestre 2028. Donc pour nous, c'est 2e semestre 2028. Je veux dire, le Groenland a le temps de devenir le lieu de la 3e guerre mondiale 4 fois, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est un espèce de saut de la foi, comme ça, tu vois, de se dire bon, ok, en 2028, on sait pas trop à quoi ressemblera le marché, on sait pas trop à quoi ressembleront nos vies, Morgan, tout ça. Mais toi, vas-y, t'as notre confiance, on te donne les conditions pour tenir jusque là aussi et pouvoir travailler jusque là parce que on croit à cet album dur comme fer. Et s'il te plaît, rends-le nous, entre guillemets, tu vois, cette confiance, quoi, plus que cet argent, évidemment. Et en même temps, sache qu'on est là pour t'accompagner vraiment à n'importe quelle étape et dès que t'as besoin. Et c'est là où Thomas a toute l'expérience de sa carrière pour savoir que tu t'adaptes à ton auteur, en fait. Il y a pas de recette, il y a pas de scolastique tout dans l'édition. C'est que de l'impro, en fait. Bon, j'ai l'impression que moi, c'est mon approche. Après, manifestement, il y en a d'autres, mais ouais, moi, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire qu'on apprend à connaître la personne qu'on a en face, avec qui on va travailler donc sur ce temps plutôt long. Enfin, 2 ans en 2026, dans le domaine, même dans le domaine de la culture. Si t'es pas un immense réalisateur au cinéma, on est des dinosaures. 2 ans, c'est clair. Qui travaille 2 ans, quoi, aujourd'hui sur un projet, quoi. Enfin, alors oui, les gros trucs en jeu vidéo, j'imagine. En jeu vidéo, c'est même encore plus long. Il y a des temps de développement qui sont encore plus longs, quoi. Mais en littérature, en musique, à part les méga superstars, nous, c'est tout le monde. Tout le monde sait ce temps-là, quoi. Donc ouais, moi, mon approche, je veux comprendre. Et alors, des fois, on se plante, hein, évidemment, on comprend pas, ça se passe pas forcément toujours très bien. Mais l'idée, c'est de se connaître mutuellement et d'arriver à comprendre comment la personne en face fonctionne pour toujours avec l'idée de l'aider, quoi. Et puis ce qui est trop drôle, c'est que mais des fois tu te trompes aussi, hein, mutuellement. Enfin voilà. Il y a quand même beaucoup de contre-exemples. Je pense à Greg Panaccion qui nous a fait un album en 6 mois. Ouais. Mais en plus aquarelle, des planches malades, tu vois. Et l'album, on pensait le sortir beaucoup plus tard. Et au final, on s'est retrouvé à le ravancer beaucoup parce qu'il était fini, quoi.
et qu'on s'est dit trop bien en fait, voilà. Après Greg c'est une machine, mais ouais, c'est aussi parce qu'on était là en fait aussi, on lui a montré qu'on avait envie, qu'on aimait le projet. C'était une prod hyper cool ce bouquin qui s'appelle Petit Bonhomme, qui sortira au mois de mai, du coup avec Alexis Bacci au scénario et Grégory Panaccione au dessin. Mais justement, alors comment, c'était la question sous-jacente, c'est comment on choisit qui on va publier alors, notamment pour un lancement, entre justement des nouvelles plumes à signer, les projets qui sont disponibles, ceux sur lesquels on peut compter, les gros auteurs qui vont potentiellement ramener aussi plus de visibilité, peut-être plus d'attention de la part des libraires et donc aussi du public et donc plus de rentrée in fine d'argent pour pouvoir soutenir les projets qui sont peut-être moins commerciaux mais qui ont aussi toute leur importance à exister. Est-ce que comment on réfléchit à cette stratégie éditoriale de lancement? Je sais pas trop. Je crois que là, pareil, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'école, il y a des opportunités. Il y a des opportunités, il y a des trucs qui te sont imposés. C'est un mélange de j'ai envie de faire ça et tiens, ce projet est prêt. Et ça va. Et ça va être bien comme ça. Donc, c'est tout. En fait, je sais pas, moi, j'ai pas on est en totale maîtrise quand on fait ce boulot, ce métier, et en fait on maîtrise pas grand chose. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais là quand même la particularité c'est que Thomas est arrivé avec 6 projets qui étaient quasiment tous terminés. Ouais. Moi j'avais entamé des projets avant avec Ram et Van, on savait depuis très longtemps que Decidium, du coup c'est son nom, sortirait chez Morgan à un moment donné. Tu balances le nom comme ça toi. Allez. T'attends pas ICV2 pour faire leur deuxième article. Non, pourquoi pas. Très bien. Tu sais que ça va être mis en ligne après. Écoute, très bien. Juste après là. Et à l'écrit aussi. Mais bon. Je sais aussi que chez First Print, a priori, je parle à des gens qui peuvent être intéressés par un projet de Ram et Van Kagel. Donc oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, si on peut laisser des petits cookies, c'est tant mieux. Les terres de Payou, ça faisait un moment qu'on s'en parlait. Faut que je fasse gaffe à pas parler de projet pas annoncé du tout par contre, mais voilà, d'autres. Oui, il y a quand même effectivement une réflexion de se dire bon, il va falloir des très gros flagships pour exister auprès des libraires, auprès du grand public, auprès de la presse et tout ça. Mais c'est pas une condition sine qua non du tout, quoi. Je veux dire, nous, personne nous a forcé à faire de Terre aux Lunes notre prio absolu du premier semestre, tu vois. C'est juste que le bouquin, on est persuadé que c'est l'album le plus important de 2026, comme l'a dit Mathieu Bablet sur ce très beau bandeau. Et en fait, ça s'est imposé, c'est le bouquin qui l'a imposé à nous, quoi. C'est même pas l'amour qu'on a pour Jade ou quoi, hein. C'est le Terre aux Lunes, tome 1, qui dit, bon, aussi parce qu'on a lu le tome 2 et qu'on s'est dit ce diptyque est juste, mérite tous les prix possibles et tout ça, et c'est relou, il y a plus de fauve d'or, mais, on pense que c'est un bouquin extraordinaire, oui, c'est, voilà. Et puis, Train de nuit dans la Voie lactée, qui est le premier de la maison à sortir. Ouais. Quand on s'est vu la première fois, cette première fois à Marseille, Sullivan et moi, j'étais avec mon ordi et je lui montre les projets qui sont possiblement disponibles. Et je te montre Train de nuit dans la Voie lactée et en fait ça nous correspond à nous deux totalement. À fond, oui. C'est l'adaptation d'un texte japonais, il y a le Japon, c'est un auteur éminemment français de bande dessinée dans le sens un peu arty, c'est un croisement qui ça c'était évident en fait. Ouais, c'était évident. Et le fait de lancer avec Train de nuit était évident aussi. C'était une première incarnation assez parfaite de l'esprit de la maison qu'on a l'intention de construire petit à petit, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Et après, quand on dit construire une ligne éditoriale, évidemment, moi, j'ai jamais été stalinien, hein, donc tu peux toujours dévier de la ligne. La ligne, elle se fait en fonction aussi de ce que tu fais, de ce que tu avances, et de voilà. Notre troisième projet, c'est un essai graphique, donc c'est pas du tout une bande dessinée. Il y a de la prose et des illustrations à côté. Bon, c'est vrai que j'ai pas vu le problème, quoi, tout de suite, et Thomas non plus. En fait, on s'est dit, on le fait. Et en même temps, ça veut pas dire qu'on va faire tant d'essais graphiques à l'année, si tu veux, c'est l'opportunité, là, qui fait qu'on veut faire ce projet, donc on le fait. Et sachant que ce que ça implique aussi, c'est qu'il n'y a pas de collection au sein même de la maison d'édition. Ouais. C'est que des bouquins en tant que tel. Ça, c'est une décision, mais vraiment qui date d'il y a longtemps, à laquelle Thomas a souscrit tout de suite. Il n'y a pas de Morgan sur la C1. La couverture, c'est uniquement le nom de l'auteur et le titre de l'album. Et il n'y a pas de collection. La collection, c'est Morgan. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et oui, vont cohabiter des bouquins sur des grands philosophes, des histoires de fantaisie un peu plus mass market, des essais quasiment qui relèvent de la socio, à côté de récits plus romans graphiques, à côté de bandes. On s'en fout en fait. Enfin, je veux dire, en plus
on fétichise un peu trop, je crois, les collections, les maisons, les trucs comme ça et tout. En fait, on est juste, moi, je veux que ce soit un label de qualité, Morgan. C'est le seul degré. Parce que, en vrai, les 3/4 des gens, quand on parle de succès, on parle d'avoir percé la couche du grand public, d'aller au-delà du lecteur BD tel qu'on l'entend, qui va chez son libraire BD régulièrement, machin et tout. Le grand public, tu lui parles de Morgan, même s'il en a acheté 10, il sait toujours pas ce que c'est Morgan, il en a rien à foutre. Il est jamais allé sur le site web, il a jamais entendu parler de nous. Et ce qui l'intéresse, c'est les auteurs et les livres qu'il lit. Voilà. Tu vois, et c'est la réalité du truc. Donc en fait, pourquoi essayer tout le temps de vouloir créer des sous-collections? En plus, on s'en sort plus. C'est le bordel. On se dit, ah, mais celui-là, en fait, il aurait été mieux dans cette collection. Ouais, en fait, t'imagines si on faisait une cross-co avec là et tout. Non, arrête de te compliquer la vie. Tu fais pas décoller des fusées, quoi, tu vois. Non. Et T'es puis, juste éditeur de livres, après, en en fait. plus, t'as une collection, il dit, oh merde, on n'a pas eu de nouveauté dans cette collection depuis 6 mois. Il faut vite faire un livre Et dans la tu te forces, collection. Et exactement. donc, tu t'alimentes la collection avec les pires des raisons qui Ouais. sont, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Donc vous êtes pas de cette école-là, alors. Non, pas du tout, ouais. Enfin, et puis, ouais, non, en fait, tu te crées plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Les collections, c'est super au départ, et puis après, quand il faut les alimenter, tu dis, oh merde. Et C'est plus sur le long terme que ça peut poser des et puis problématiques. alors, le pour- long terme dans l'édition, c'est un peu particulier parce que on sait pas. Tu vois, bon, évidemment, là, on a des projets jusqu'à 2028, on sait à quoi ressemblera 2027. Tu vois, justement, en 2027, l'idée, c'est d'avoir en gros 1 à 2 pour nous, hein, Morgan, avec notre taille, 1 à 2 grosses prios commerciales par semestre, en gros, tu vois, qui sont des livres où on pense qu'on peut aller faire des niveaux de vente grand public, justement. Les autres livres, ils vivent leur vie. Certains seront des succès, d'autres des insuccès. Ça, c'est la vie de toutes les maisons d'édition, malheureusement. Nous, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce soit tous des succès. Et après, les gens trancheront, quoi. Tu vois, les libraires, les lecteurs, etc. Mais, et du coup, forcément, quand tu vas des prix au commercial, c'est plus facile de le faire avec des auteurs très reconnus, tu vois, ou identifiés, ou qu'on le vend en poupe, ou peu importe ce que t'appelles un auteur reconnu, quoi. Et, mais ils payent pas pour les autres non plus. Parce qu'en fait, ils coûtent éminemment plus cher aussi, en général, ces projets, tu vois. C'est des projets qui impliquent des agents, des consultants, tu vois, des trucs. Donc, à la fin, si tu te plantes là-dessus, ça fait beaucoup plus mal que de se planter sur une prise de risque. Et ça se trouve, une prio commerciale peut être un deuxième livre. Terre ou Lune, encore une fois, le meilleur exemple, quoi. Tu vois, c'est que le deuxième livre de Jade, mais on est persuadé que celui-là, c'est son moment, c'est maintenant, il peut être un carton énorme. Mais là, après, tu fais face à des considérations comme ok, mais c'est quoi parce que du coup quand tu veux toucher le grand public il faut répondre à des questions très précises, genre c'est quelle tranche d'âge et c'est quel genre le livre. J'en ai aucune foutue idée. Avec Thomas, à chaque fois on se regarde et les ricains sont très comme ça, donc quand on était à New York ils nous ont tous posé la question et on était là, on fait en fait on n'a pas réfléchi, donc on peut pas te répondre, nous on sait pas. C'est de la jeunesse. Non, c'est adulte du coup. Oui, mais pas seulement. Et c'est quel genre? C'est de la SF? Oui, mais pas seulement. Mais du coup, c'est de la tranche de vie. Oui, mais tu vois. Et à la fin, je me fais, mais c'est quoi en fait ton truc? Je dis, mais lis le livre, c'est un excellent livre. Commence par là et voilà. Mais par contre, si tu veux toucher des couches plus larges, effectivement, faut réussir à les faire rentrer dans des cases. Et c'est là où on arrive aux fameuses recettes. Tu vois, dont je te parlais tout à l'heure. Par exemple, Undertaker, c'est vrai qu'il y a un côté. Ça marche, les livres, tu vois, de croque-mort, de cow-boy, de machin, de trucs. Il y a une culture de ça dans la bande dessinée depuis longtemps, quoi. Oui, le western en BD. Et donc, ça répond à des codes et ça répond à des attentes, à un type de lectorat. Si, je pense qu'Undertaker, sans vouloir faire, ombrage à Dargo ou quoi, hein, c'est plutôt un lectorat de plus de 35 ans, très masculin, a priori. Tu vois, évidemment, on va me trouver 40 contre-exemples, hein, et me dire, moi, je suis une femme de 20 ans, j'ai adoré Undertaker. Ok, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que si tu regardes le métrique à la fin, le camembert, il y a, a priori, plus d'hommes de plus de 35 ans, quoi. 35 ans, je suis gentil. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que, ça, malheureusement, ni Thomas ni moi, on est bon là-dessus. Donc on a aussi Arthur qui nous aide là-dessus, qui est un peu notre Kagemusha, comme il dit, et qui a une approche commerciale assez sharp et tout ça. Mais qui en même temps est un gros rêveur aussi, donc en fait c'est vrai que lui non plus, la question des targets et des tranches d'âge et tout, il y répond pas forcément non plus, mais là-dessus on va progresser d'ailleurs, en fait, tu vois, et peut-être qu'on va réussir à installer ce truc. Moi c'est ce que je romantise beaucoup, les labels en musique, parce que je trouve qu'ils ont une liberté. Les labels musicaux, ils ont cette liberté que on a peut-être un peu moins dans les maisons d'édition, qui ressemblent plus à des entreprises tout de suite, alors que le label, cette existence un peu tu vois, zone d'autonomie temporaire un peu dans l'esprit, tu vois, un truc un peu quepon, un truc un peu, voilà. Et les labels, ils pensent pas trop comme ça. J'ai l'impression, il y a un truc beaucoup plus, tu vois, notamment, je pense au label de trip-hop britannique et tout ça, tous les labels de Bristol, tout ça. Ils s'en foutent, en fait, des étiquettes et des trucs, quoi. C'est de la bonne musique, c'est pas de la bonne musique. Je rêverais que Morgan puisse renvoyer un peu la même idée en bande dessinée, à ses lectrices et ses lecteurs, quoi. Et puis tu mentionnais les noms de Ram et Evan avant, et ça permet aussi d'aborder le plan international en fait de vos envies avec Morgan, puisque
Et forcément, moi, je savais très bien qu'avec Morgan, on serait amené à se reparler puisque, avec ton passif, avec ton travail, avec autant d'auteurs américains, britanniques, mais même japonais, également, ne serait-ce que Junji Ito, tu vois, on se doute qu'il y a des envies aussi de faire de la créa, donc avec des auteurs qui viennent, de partout. Dès le départ. En fait, c'est une vieille marotte de l'édition, hein, ce truc de faut faire bosser les étrangers en France et machin et tout. Puis en fait, on va rarement plus loin que l'Italie et l'Espagne, quoi. Donc, puisque la Belgique est intégrée en BD. Mais non, moi, c'est vrai que voilà, j'ai développé beaucoup d'amitiés qui sont très publiques, hein, les Matteo Santoluco, tout ça. Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup, Zoé, Dorogood, Ram évidemment que j'ai eu la chance de lancer à l'époque et tout ça. Et malgré le fait que j'ai été seulement leur publisher en langue française, on a développé une relation, où Ram, chacun de ses projets, il me tient au courant, je lui fais des retours sur les pitchs et tout ça, on discute, on se voit régulièrement à Londres ou à Paris ou ailleurs. Et Evan, habitant à Paris, est devenu un vrai copain aussi et tout ça. Et oui, dès le départ, il y avait l'envie de ramener ces auteurs que j'aime énormément, parce qu'en fait, avant que ce soit des amis, c'est surtout des auteurs dont je suis fan. Et d'ailleurs, je suis toujours fan de ces auteurs. Et tu vois, je sépare vraiment ces deux existences, quoi. Tu vois, enfin, ces trois existences même, parce qu'il y a l'amitié, il y a le fait d'être fan et il y a le fait d'être leur collaborateur aussi, d'être leur éditeur, quoi. Et ouais, c'est hyper excitant, c'est aussi assez nouveau, on teste parce que c'est pas gagné en fait. Forcément, ces auteurs-là seront dans des rayons comics, quand bien même c'est de la créa. Enfin, les rayons comics, tout dépend de comment tu édites les bouquins. Oui, non, évidemment. Et il y a des méthodes. Je veux dire, Don Runner a très bien vendu aussi parce qu'il avait le format d'une bande dessinée. Et ça, on le doit à Urban avec Nice House, tout ça, et qu'on a vraiment senti un truc. Et oui, ça marche. C'est la réalité. Quand tu sors les comics du format comics très A4 là, et que tu les fais passer pour des bandes dessinées, oui, il y a un truc qui se passe et t'es dans d'autres pas régions. Systématiquement, mais ça permet. En tout cas, tu peux déclencher quelque chose. Ah, pas systématiquement, mais par contre, si tu regardes la data, qui est un truc auquel je crois pas trop, mais quand même, des fois, c'est bien de la regarder. Vraiment ça pousse, hein. Ça pousse beaucoup, quoi. Oui, mais de l'aveu même de Urban, des titres comme Paper Girls par exemple n'ont pas du tout fonctionné dans ce format-là comparé à d'autres comme parce Nice qu'ils étaient House, déjà sortis dans le format comics avant. Non, pas que ça, parce qu'il y a d'autres éditions comme East of West qui elles ont très bien fonctionné. Donc en fait, c'est vraiment en termes aussi de l'esprit du dessin, qu'est-ce que ça véhiculait, tout ça. C'est disons que si c'était une recette systématique, je pense que tous leurs bouquins sortiraient non, plus que dans ce format. Non, c'est pas ce que je dis, hein. C'est pas une recette systématique. Et encore une fois, c'est le timing. Tu m'apprends l'existence de cette édition de Paper Girls. Alors que Cliff est un très bon copain justement, et que j'adore Paper Girls, et que je les ai rangés chez moi là il y a 2 week-ends, et que d'ailleurs j'étais un peu saoulé de cette édition il est temps d'aller avec les le dos revendre. noir et tout, voilà. Non, mais je me disais tiens, je vais peut-être me le prendre s'ils ont fait un omnibus en VO ou un truc, tu vois, un peu plus collection, parce que je vais pas forcément le relire tous les 4 matins non plus. Et voilà, bon, après je suis un peu fétichiste moi, ce genre de truc, mais ouais, non, on a aussi des artistes effectivement qui vivent au Japon, mais qui vont peut-être pas faire du manga et qui vont faire plutôt de la BD et tout ça. Voilà, on a tout ce pan-là. En plus, c'est vrai que l'annonce là dans The Beat, qui était un peu un leak, hein. Au début, c'était pas prévu dans The Beat, c'était dans Publishers Weekly, mais bon, je crois que il y aura quand même l'article Publishers Weekly qui arrivera à un moment donné. On a reçu beaucoup de mails de beaucoup d'artistes américains. On a vu beaucoup d'artistes américains à New York et tout. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressants, et surtout, leur propre marché est en crise énorme. Je veux dire, plus encore maintenant qu'il y a un an où c'était déjà bien la merde, et beaucoup sont en recherche de lieux, beaucoup sont fans de Thomas, et ce qui est un vrai argument. Il y a plein d'artistes, on allait les voir et oh my god, you're Thomas Aragon, et I love what you're posting on Instagram, man. Et c'était excellent parce que bon, Thomas évidemment a cette image très franco-belge, très d'argot, très Delcourt, mais il faut savoir quand même, Thomas, c'est un mec qui a eu Alan Moore au téléphone quand il a fait Fromel chez Delcourt. C'est Thomas qui a fait Fromel chez Delcourt. Il a toujours publié des Américains. On est tous les deux les éditeurs de Brian Lee O'Malley, par exemple. Moi sur Scott Pilgrim, lui sur Seconds. Je peux même pas citer le nom d'artistes internationaux, toi aussi tu publies, mais on va en citer un. Il y a Paul Pope. Il y a Paul Pope, exactement. Tiens. Oui, voilà. Ouais, non, moi, tout m'intéresse. Tant que c'est de la bande dessinée, tout m'intéresse, quoi. Exactement. Moi, j'ai fait travailler des Chinois, j'ai fait travailler des Argentins, en création, en direct, quoi. C'est un poil plus compliqué parce que, il y a soit la barrière de la langue, soit même si la langue est à peu près maîtrisée des deux côtés, si c'est de l'anglais, il y a plein d'habitudes, de choses que tu dois, et c'est pour ça que c'est passionnant, il y a plein de choses que tu dois un peu bouleverser pour faire comprendre à l'auteur, et voilà, toujours dans l'idée de comprendre qui est le type avec qui tu travailles, quoi. Et le marché est différent, et souvent les étrangers ont une idée paradisiaque du marché français. Ouais, ça c'est un peu le problème d'ailleurs. Ça, il faut leur dire oui, c'est peut-être sans doute mieux, mais c'est pas non plus le paradis. Enfin, voilà. C'est hyper intéressant.
c'est surtout que ça apporte des choses, une hybridation incroyable. Hein. On bosse avec un Brésilien là. C'est un mélange de Paul Pope, de David Robin, de Christophe Blain. C'est absolument génial. Et ça, c'est un truc qui est propre à la bande dessinée française. Tu parlais de chauvinisme tout à l'heure, hein, Sully. C'est un truc qui est vraiment là. Parce que j'ai la prétention de connaître un peu l'histoire de l'édition de bande dessinée, au moins française. C'est un truc qui a toujours existé en France. Beaucoup plus. Enfin, ça n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on a les éditeurs historiques et moins historiques ont toujours accueilli en création des auteurs du monde entier. Tout le temps. Ça a toujours existé, quoi. Et ça, on peut. Je suis pas du tout. Enfin, les cocoricots, je m'en cogne, mais on peut être fier de ça, quoi. C'est quand même pas simple. Et puis c'est un peu le rôle de la France dans la culture internationale voilà, aussi. En plus, quoi. Ouais. En fait, on fait que les Américains, on va me répondre, oui, les Américains, ils font travailler les étrangers. Ouais, mais ils le font aussi. Mais c'est pas le même modèle. Non, faut voir dans quelles conditions aussi. Bah, c'est des mercenaires, ils sont payés à la pige, quoi, quasi, quoi. Enfin, bah, c'est le cas. Voilà, c'est le cas. Et nous, tu vois, Pratt, il est devenu célèbre universellement, quand même essentiellement grâce à la France, quoi. Ouais, complètement. Et puis on peut multiplier les exemples. Je sais pas, Guarnido, c'est un auteur français en fait. Qui faisait des piges pour Marvel. Ouais, voilà. Juste avant. C'est des auteurs français. C'est-à-dire que les contrats sont français, donc ça participe de l'édition française. Et c'est alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est un truc que moi que j'adore faire et que j'ai bien l'intention qu'on puisse continuer de le faire. Bah c'est le bonheur en vrai. C'est le bonheur. Tu te confrontes à d'autres cultures. Tu peux voyager aussi, c'est quand même pas désagréable. Ils apportent forcément complètement autre chose aussi dans leur création et tout. Non, c'est hyper excitant à faire. Et monter des équipes d'ailleurs qui sont, moi je pense à un autre Brésilien en l'occurrence, mais là on a un projet avec un scénariste français, un dessinateur brésilien, et c'est hyper excitant quoi. Parce qu'en fait on se rejoint sur des références. Alors c'est un projet qui est assez pop culturel, donc c'est cool parce que les références pop culture sont assez masses et donc du coup assez mondialisées, et ça permet de se rejoindre sur pas mal de choses, notamment des dessins animés un peu 80s, tout ça. Mais Street Sharks par exemple, j'en parlais de Street Sharks et ça m'a trop fait marrer parce que je me disais ah ouais, vous aussi vous avez eu Street Sharks au Brésil. Il me dit putain mais mec, Street Sharks au Brésil, tu peux même pas imaginer comment c'était huge, tu vois. Et après il me dit mais et nous en fait les animés, ça tu sais, par exemple t'as les Argentins, ils ont une culture de l'animation japonaise qui est énorme parce que les Argentins ont été parmi les premiers à acheter les droits des animés japonais, donc ils ont eu Astro Bot avant tout le monde, Shin-Chan, etc. Et c'est trop cool de mélanger en fait ces approches-là. Et des fois, parce que là j'y pense, sur un Cara Design, le dessinateur propose un truc, il dit mais les gars vous avez pas la ref? Et on dit bah non. Et en fait la ref on l'avait pas du tout. C'était un truc, tu vois, qui est a priori un petit peu aux US, mais très léger quoi, un truc un peu Hasbro je crois. Et mais qui par contre qui a été énorme en Amérique du Sud, dans toute l'Amérique du Sud. Et en fait nous on était totalement passés à côté, et voilà, ils nous envoyaient des trucs, on dit ah ouais, putain j'ai peut-être vu passer ça une fois sur un blog un peu obscur et tout. Et rien, tu sais, c'est des moments de vie comme ça que t'as parce que tu bosses avec des artistes à l'international. Et puis ouais, après faire venir des artistes de l'international aussi en dédicace par exemple, c'est toujours un plaisir quoi, parce que tu les accueilles en France, tu vois, il y a toujours un truc un peu. J'ai Ken Nimura par exemple, c'est quelqu'un qui habite à Tokyo, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois par le passé, puisqu'on a fait Ike Giant et Immortal Sergeant ensemble, et à chaque fois il est venu les promouvoir et tout, et c'était toujours des purs moments quoi. En plus il est francophone, donc ça rajoute au plaisir, et c'est le mec le plus gentil du monde. Mais voilà, c'est quelque chose d'excitant, et puis surtout c'est mortel de sentir la fidélité aussi d'auteurs internationaux. Ça veut dire, je trouve que ça décuple encore plus, tu vois, l'honneur de travailler avec certains auteurs, parce qu'ils se disent ouais mais j'ai choisi que ce soit toi, un Français, qui soit mon éditeur de créa. Tu vois, c'est le cas avec Ram par exemple aujourd'hui, avec Zoé pour certains projets, tout ça. Mais c'est génial quoi, tu vois, parce que tu sais, tu te sens des fois pas à l'aise quoi, tu vois. Là Zoé vient de déménager aux États-Unis par exemple, tu dis bon bah elle va finir chez Fantagraphics ou chez Dark Horse ou j'en sais rien, bah peut-être pas en fait du coup. Et c'est hyper chouette, sans parler du fait que une des missions de Morgan aussi, et ça c'était un des premiers trucs pareil que moi j'avais chevillé au corps, et que Thomas m'a dit putain moi aussi en fait ça fait des années que on veut exporter correctement nos albums à l'étranger, puisqu'on a un déficit énorme en France d'export de BD franco-belge. Il y en a, hein. Tu vas me trouver des contre-exemples. Oui, Black Sad ont vendu un peu au Japon. Oui, aux US, ça marche bien, nanana, machin. Mais en fait, si on regarde, au regard de ce qu'on importe par rapport à ce qu'on exporte, c'est ridicule. Et c'est là aussi très français, en fait. C'est un peu une spécialité d'ici, c'est que... Après, par rapport à l'édition en général française, c'est la bande dessinée qui est largement devant. Ah ouais, c'est vrai, par rapport en termes d'export, parce qu'en fait on exporte, on est le plus gros marché après le Japon en fait. Enfin, bon, les États-Unis c'est un peu plus compliqué, mais on est le deuxième marché mondial.
Et en fait, l'Europe achète nos bouquins. Mais sauf que c'est des marchés minuscules. Donc, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas démentiel. Mais on vend des droits quand même en Europe. Moi, je vends des droits aux États-Unis, en Chine et au Japon, par exemple. Après, tu ça, vois, et au Brésil. Voilà, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, mais c'est clair. aussi parce qu'il y a beaucoup plus de lecteurs. Et moi, ce qui m'intéresse, Ouais, c'est que les bouquins bah soient oui. lus par le Ouais, plus grand ouais, nombre ouais. d'êtres humains possible sur Terre. Bien quoi. sûr. Tu vois. Et pour C'est sûr que que les quand livres tu aient une vends, résonance, parce que c'est pour ça qu'on les édite a priori au départ, quoi. Mm. Et tu vois, Brésil, Chine, États-Unis, Japon, bah, déjà, tu touches des cultures. Oui, parce qu'effectivement, on va souvent vendre à l'Italie, à l'Allemagne, à l'Espagne, aux Pays-Bas, voilà, ce genre de petits marchés, hein, qui sont des cousins, quoi, tu vois. Et je suis trop content parce que, bah, on peut le dire, hein, je crois, Terre aux Lunes va sortir aux États-Unis, dans une grosse maison, en Italie, en Allemagne, non, pas en Allemagne, pardon, pour l'instant, Pas encore, ça en viendra. Chine, En Chine, ouais. au Brésil et en Espagne. Et en Espagne, en plus, dès cette année. Ouais. chez Donc toute Astoria. cette partie internationale, elle est aussi prise en compte dans vos calculs sur tout ce qui est viabilité d'un projet, Non. en fait, ou pas du Bah tout. non, tu veux pas trop parier On met dessus, 0 quoi. et c'est du bonus. Voilà. D'accord, ouais, ok. Parce Ça que fait des bonnes surprises. le constat industriel, il est qu'on cède tellement peu que ce serait fou, en fait, de se dire, Oui, il faut pas faire de calcul on va là-dessus, toucher tant alors. d'argent sur Ouais, les sessions à faut- l'étranger et tout, quoi. Par contre, du coup, quand ça tombe, c'est d'autant plus une bonne nouvelle, puisque c'était pas prévu. Donc, c'était pas prévu. Financièrement, c'était pas prévu au budget, quoi. En tout cas. D'accord. Et alors, on a parlé de créa pendant plus d'une heure. Est-ce que il y aura aussi des achats de droits? Est-ce que vous comptez Il y a quand même de- faire ouais, aussi bien des sûr. comics, du manga, d'autres, ou même des achats plus européens? Parce que j'imagine que c'est aussi des choses qui se font. On hein. va tout faire, mon cher Arnaud. Alors, le manga, peut-être pas, mais on verra. On va tout faire. L'achat européen, américain, Amérique du Sud. Oui. En fait, on regarde, on veut publier ce qu'on aime et ce qu'on pense être intéressant pour le public français ou intéressant tout court. Donc, on va faire de l'achat de droits. Qu'est-ce qu'on peut le 4e livre de la maison qui sort en avril, c'est un achat de droits qui vient d'Espagne par une autrice incroyable qui s'appelle Laura Pérez, qui est publié déjà au moins aux États-Unis, en Italie, un pays balkanique, je crois que c'est la Slovénie, la Pologne, enfin voilà, elle a 4-5 déjà traductions, mais aux États-Unis, c'est Fantagraphics. Et bizarrement, il n'était pas publié en France, alors que c'est génial. Donc voilà, ça sera le premier achat de droit. C'est le premier achat de droit. C'est le premier tout à achat fait. de droit. Après, elle n'a pas Pérez. encore été publiée en France parce que tu devais la publier au seuil. Oui, voilà aussi. Et que du coup, Oui, ça fait un oui, moment voilà. que. Voilà. Donc ça s'appelle Nocturnos, hein, le premier livre. Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Peut-être pas grand-chose encore. Parce Si, que je peux on faire veut une petite des- annonce on peut là. faire des annonces, Allez, mais- une petite exclue pour First Print quand même qui fait plaisir. On sortira un bouquin qui s'appelle Our Suit Stained Heart de Johnny Hagg et Stepan Morian, qui est sorti aux États-Unis chez Mad Cave Studio. Ouais, on en a fait une reco dans le podcast l'automne dernier, ce qu'on à la avait bonne flashé sur le dessin notamment de. Ouais, Stepan est très très fort, en plus d'être un mec absolument hilarant. Et c'est Thomas a une passion croate aussi. Ouais, j'ai beaucoup travaillé avec des Croates, Ouais, c'est vrai. ouais. Enfin, les Yougos. Parce Les que- Hugo, voilà, exactement. Et donc on sortira ça au mois de juillet prochain. Et c'est tout frais, hein, mais hyper content. Ça fait des mois que je saoulais un peu Thomas avec ce bouquin et tout. Et après cette année, on achète droit. Après, j'attendais pas forcément que vous me balanciez tout votre programme. Bah, il a donné un gros indice tout à l'heure, hein, quand même. Voilà, avec un artiste qui, comme les héros Marvel, a son prénom et son nom de famille commencent par la même lettre. Vous pouvez remonter il y a 10 minutes dans le podcast et vous l'aurez. Et ça, on va le fêter dignement parce que c'est quand même un. Ouais, C'est un. Lui aussi, si on parlait de lettre de noblesse tout à l'heure, c'est un vieux rêve pour moi et c'est un auteur important, vraiment. c'est un auteur capital. Ouais. De l'histoire des comics et même de l'illustration en bande dessinée moderne, quoi. Mais c'est un peu un artiste d'artiste, comme on dit. Donc il y a une dimension lettre de noblesse et montrer aux gens que ce mec-là a révolutionné le dessin en comics à son époque et encore aujourd'hui, et que c'est juste un des plus grands génies contemporains de la bande dessinée, quoi. Donc voilà, on peut déjà te dire ça. On a acheté des droits aussi il n'y a pas encore de titre. Enfin, si il y a, mais on y reviendra. Mais il y a un énorme bouquin espagnol qui est absolument incroyable aussi. Ah oui, El Años que Fuimos Reyes. Ouais, qui est vraiment extraordinaire. Chef-d'œuvre. Voilà, donc ça c'est un gros bouquin de 300 et quelques pages. De Javier de Isusi, Ouais, voilà. l'auteur. Très bien. Mais alors, comment on se sent là? Parce que au jour où on enregistre, donc c'est la veille de l'arrivée de Traîner dans la Voie lactée en librairie. Ouais. Ce soir, donc, vous faites votre soirée de lancement sur Paris. D'ici la fin du mois, vous allez aussi fêter votre lancement sur le Grand Off d'Angoulême. Oui.
Bah toi, j'ai envie de dire, c'est bon, t'as fait de l'édition depuis Non, pas du X tout. années. Ouais, t'as pas lancé beaucoup de maisons. J'ai jamais lancé de maison, moi. Ouais. J'ai toujours été le coucou dans les. Alors du coup, la question se vaut, comment on sent à la veille donc d'un vrai là aujourd'hui, lancement sincèrement, hyper content, vraiment hyper content. Comme j'ai jamais été content de voir des livres sortir en fait, et une part de soulagement. Parce que je le disais à Arthur, je le disais à Sullivan et Victorine aussi, c'est que quand tu démarres de zéro, t'as à peu près, sur un livre, t'as à peu près 800 raisons de faire des conneries. Enfin, 800 endroits où faire des conneries. Et au final, fait, mais... on en a sans doute fait, mais en tout cas, sur les livres, ça se voit pas, il y en a pas. Et c'est déjà énorme, en fait, quoi. Rien que ça, en fait, c'est un énorme soulagement et une vraie fierté. Je suis hyper content de ce qu'on a fait tous les 4, quoi. Et puis comme on a pas mal de bonnes nouvelles par ailleurs sur les 2 premiers livres, je sais pas, moi j'ai envie d'en découdre en fait, quoi. Et allez, j'ai envie de savoir qu'il a des gants de boxe juste à côté sur sa chaise. Ce soir, à mon avis, il va distribuer des patates, quoi. Et en troisième temps, et je l'avais déjà dit dans la présentation YouTube qu'on avait fait, quoi. Et je suis en fait en tâche de fond là depuis 3-4 mois. J'ai un énorme sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'Adrien Demont, de Jadko et de Sullivan aussi, quoi. Voilà. Oh, je suis touché. Moi, tout pareil, hein, j'ai aussi un énorme sentiment de reconnaissance. Évidemment, je suis fier parce qu'on a réussi déjà. Tu vois, c'est un premier point d'étape. Moi, je suis un peu un buff en général quand j'entreprends des trucs, quoi. Mais là, pour une fois, j'ai relevé la tête un peu quand même. Et je me suis dit, oh putain, c'est pas mal. Ouais, le paysage est pas mal. Et ouais, franchement, sous les yeux, c'est plutôt cool. L'actualité est pourrie, mais par contre, nous, on peut être vraiment très fiers de nous, de tous les gens chez LNE et chez Morgan qu'on a fait sur les projets et tout. Les 2 premiers livres sont absolument sublimes. Ils sont dispo à des prix vraiment très intéressants là pendant 3 mois pour les 2, où il y a 5 € de moins par rapport au prix de vente final. Donc Train de nuit à 22,90, c'est du délire. C'est une Mathieu Bablet, comme on appelle ça dans le milieu. Quand il a fait Shangri-La à 20 balles à l'époque. Jade, pareil, à 28 €, 300 pages d'aquarelle. Voilà, c'est du délire. Fier de ce qu'on a accompli, de ce qui est à venir. Assez serein, bizarrement. Alors, c'est pas du tout mon genre. Mais en fait, quoi qu'il arrive, je suis tellement content de là où on est à l'instant T, avec ce que je sais qui va arriver après, et les trucs qu'on n'a pas encore annoncés et tout ça, et voilà. Ouais, je suis serein, je suis fier. Je me dis que c'était la bonne idée de prendre ce risque de me barrer d'un poste où même si moi je m'y retrouvais plus, j'étais quand même dans un confort certain. Et puis on s'éclate vraiment. Enfin, moi je suis trop content de bosser tous les jours, quoi. Pour tout te dire, j'en suis à programmer des mails que j'écris le samedi pour les envoyer le lundi matin parce que c'est comme ça qu'il faut faire en RH aujourd'hui. mais parce que j'ai envie de bosser le week-end, en fait. C'est pas juste parce que je suis débordé de taf, ce qui est même pas vraiment une réalité parce qu'on est très bien organisé en plus. Et juste j'ai trop envie de bosser, quoi. J'ai trop envie de travailler et d'aller au proche des choses et tout ça, de réfléchir à la suite, au développement. Et il y a des choses hyper excitantes à venir. Et ce soir, j'ai envie de célébrer. J'ai envie tu vois, peut-être que les 2 bouquins vont pas se vendre, peut-être que ça va être 2 cartons, ça ne changera rien. Bah, ils sont quand même super beaux. Voilà, à ce qu'ils sont déjà, et ce qui est le plus important, parce que ce qui restera, c'est les livres à la fin. Hein. Quand on sera tous partis, les bouquins seront encore là. Et envie d'en découdre aussi. Je pense que c'est une belle image, quoi, de prouver, non pas qu'on soit revanchard par rapport à nos expériences passées et tout, c'est pas du tout, et vraiment, c'est un truc qu'on se dit jamais entre nous. Je disais pas ça vis-à-vis de non, c'est une envie de vous prouver, quoi. Ah ouais, c'est exactement. Voilà, c'est envie de se battre dans le sens noble du terme, quoi. Et puis parce que la BD, c'est le putain de meilleur médium. Bah, c'est clair. En fait. Bien sûr. En vrai, c'est un médium supérieur et je sais que plein de gens voient pas ça comme ça. Mais dans le ciné, on me rétorque souvent, ouais, bah après, c'est jamais que du storyboard, tu vois. Si vous êtes complètement fous, les gars, vous avez rien pigé, quoi, tu vois. Non. Et trop content et effectivement aussi très reconnaissant envers les auteurs qui nous ont fait confiance parce que en fait nous on savait qu'on allait tout donner, qu'on avait un peu d'expérience et que ça allait finir par exister, mais c'est vrai que c'est flippant de se lancer avec une maison qui a rien fait. De leur point de vue, c'est vraiment pas facile. Bah c'est clair. Et pourtant il y a eu 0 hésitation, j'ai l'impression. Ou alors ils l'ont très bien caché. Mais ouais, par exemple, je pense à Jade, qui était un projet que tu avais initié chez Dargo à l'époque, et donc on a rapatrié et tout ça.
la façon dont ça s'est fait et tout, aujourd'hui, je me dis, ouais, super, tu vois. Ouais. Ça, tout a été fait dans le respect de tout le monde. Et aussi ça, tu vois, c'est que moi, je mets un point d'honneur à jamais écraser personne quand je travaille. Je veux jamais aller taper sur la concurrence, aller, tu vois, mettre des bâtons dans les roues à qui que ce soit, et je veux mourir en me disant que j'ai pas fait ça, tu vois. Et c'est le cas avec Morgan. On fait notre truc dans notre coin, on est dans notre couloir de nage, et en même temps, on est tellement persuadé que ce qu'on fait, ça défonce, que du coup, on n'a pas besoin trop de regarder à côté, en fait, puisque ça défonce, tu vois. Je sais plus, c'était hier soir, j'ai bu des coups avec un collègue éditeur, et il dit, ah, t'as lu ça et ça. Et en fait, je me disais, putain, mais l'inculture de l'actualité BD que j'ai à cause de Morgan, c'est terrible. Je lisais plus de franco-belge quand j'en faisais pas que maintenant, parce que, en fait, je passe ma vie à regarder des dossiers, à regarder ce que nous on fait, à bosser sur les titres et tout. Et je crois que c'est pas mal, ça. Tu vois, ce truc de, un peu comme les auteurs. Souvent, quand ils vont bosser un bouquin qui a un sujet, ils vont pas lire les autres livres sur le sujet pour pas du tout se parasiter et tout. Et ben, je suis dans ce flow-là aussi avec Morgan. Et c'est un truc qui m'était pas trop arrivé. En manga, je l'ai jamais caché. Moi, je suis hyper inspiré par ce qu'a fait Ahmed avec Ki-hoon. Tu vois, donc j'ai un peu essayé d'aller dans sa roue et de regarder. Bon, peut-être Junji Ito, c'était vraiment notre truc, mais le reste ressemblait aussi un peu à du Kurokawa ou du Ki-hoon, par exemple. En comics, avec comics, c'est clairement du post-urban. Morgan, je crois pas qu'on puisse nous définir comme un truc genre le Dargo d'après ou quoi. Je crois pas. Tu vois, je crois qu'on fait autre chose. Et non, bah, enfin, après, moi, Dargo, j'ai une image, là aussi très romantique, je pense que non, est-ce que j'ai enchaîné en disant le Dargo d'après ou le Dargo de demain, puisque c'est vrai qu'on n'a même pas passé à la première question que j'aurais dû vous poser, ouais, on va finir là-dessus quand même, le nom, alors. Morgan. Moi, je suis alsacien, donc je suis bilingue allemand, donc voilà. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce nom? Ich auch. Comment on en est arrivé là? En fait, on devait s'appeler Demain et c'était pas possible. Alors du coup, j'ai tenté Demain au pluriel. Au début, c'était Demain Édition, qui est le nom de la boîte. Et après, on a tenté Demain au pluriel en majuscule, comme si ça allait faire une différence. En fait, il y a quelqu'un qui possède les éditions de Demain en France, mais plutôt pour faire du magazine et tout ça. Et on a essayé de convaincre cette personne que nous, on faisait quelque chose de très différent et qu'on faisait de la bande dessinée et tout, parce que c'est a priori plutôt un magazine lié à l'Afrique. Donc ça ressemblait pas trop à ce qu'on faisait nous a priori. Et on n'a pas réussi à trouver un accord avec cette personne. Enfin, en fait, oui, puis non, puis oui, puis non, puis bon, au bout d'un moment, on a dit bon, là, les gars, il va falloir quand même avoir un nom, en fait. Et on est passé par plusieurs phases cet été et tout. Moi, je suis un peu buté sur les noms, sur le nombre de syllabes, sur le fait qu'il faut que ça s'ouvre et que ça se ferme par une consonne. Enfin, tu vois, sur des trucs comme ça. Et un jour, je crois que c'est toi, Thomas. Je sais pas. En fait, on traduisait Demain dans différentes langues. On est germanophile avec Thomas, tous les deux. Ouais, si, je crois que j'avais mis ça dans une première liste. C'est ça. Et on a été peut-être passé, et puis à un moment, on est revenu dessus, et je dis, putain, Morgan, les gars, c'est quand même hyper beau, les rondeurs dans le O, le R, le G, tout ça. Il y a peut-être un truc là-dessus. Et en même temps, le M et le N qui sont la rigueur et tout. La prononciation était hyper importante. C'était un des critères principaux au départ. C'était, je veux que des Américains ou des Japonais puissent le prononcer. Et que les Français, évidemment, puissent le prononcer. On a quand même le prénom Morgan, qui est très, très proche, en termes de sonorité. Et, en fait, ça cochait plein de cases. Et Arthur avait une super idée, parce qu'en fait, Morgan, en allemand, ça veut dire demain, mais ça veut aussi dire le matin. Et demain matin, ça se dit Morgenfrüh. Et l'idée du matin et du soleil levant, qui va toujours se lever, et en fait, d'un futur, parce que pourquoi demain? C'est parce que la première maison ici s'appelle La Tribu. Donc, c'est un truc rassembleur. Et moi, je voulais un truc qui se tournait vers le futur, tu vois, dans ce genre de grandes idées, un peu, tu vois, Hélène Corps, on va dire. Et Arthur, en fait, quand on a dit Morgan, a dit, ouais, putain, mais en plus, avec le O, on pourrait faire un O en mode c'est le soleil qui se lève et tout. Et ce que je trouvais rigolo comme idée. Alors, c'est pas du tout le logo final, mais, et du coup, cette idée-là, qui était bonne, nous a entraîné à dire, OK, Morgan. En fait, on l'a un peu, ouais, ça c'est juste, en fait, on l'a pas, fait. Voilà, on n'a pas décidé que ce serait notre nom vraiment. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, putain, Morgan, en fait, les gars, c'est vraiment cool, non? On commence à bien s'y habituer et tout. Ça sonne bien. En changeant le nom du groupe WhatsApp, en fait, on s'y habitué. Ouais, c'est vrai. Et, parce que ça a été Avanti, qui était une des pistes qu'on avait, et voilà. Et à un moment, Morgan était là depuis 3 semaines, puis on se regarde, puis Victorine venait de commencer aussi, chez nous. Et puis, Victorine me dit, Morgan, c'est hyper bien, hein. Et j'étais sûr. Non, franchement. Et je crois que ce premier jour, elle arrive d'ailleurs. Non, vraiment, c'est hyper bien. Je dis, bah, ok, bah, let's go, on s'appelle Morgan. Et voilà. Et puis, Thomas a dit très justement à Francfort, et je trouvais ça hilarant, que, pour une maison d'édition française, d'avoir un nom allemand, si ça, c'est pas une preuve d'ouverture d'esprit, quand même. Et voilà. Et on avait plus de crainte que les gens buguent un peu sur le nom. Et en fait, je crois pas, non, les gens, c'est cool, parce qu'ils se prononcent bien, encore une fois. Et je pense que, parce que c'est aussi une marque, hein. Je veux dire, le branding, c'est quand même important. Et il résonne comme une marque. Philippe Ravon. Il se lit très bien grâce à Philippe. Voilà, aussi, Philippe en a fait un logo qui est juste
moi je trouve extraordinaire. Ouais. On a posté il y a pas longtemps là sur Insta une petite story, mais elle doit plus être dispo les stories, c'est chiant. Mais où il y a toutes les lignes de chaque lettre en fait, comment elle se prolonge et tout Ouais, pour comment l'œil et il tout l'a ça, parce que lui fabriqué. est un génie absolu du design quoi. Et quelle merveille de logo quoi. Et pareil, il est venu un matin dans cette pièce là. Ouais. Et Il nous a fait son coup favori. exactement. C'est-à-dire qu'il te montre 15 pistes. Et puis à la fin, au milieu, il y a Il y a la bonne. Ouais. il y a la bonne. Sauf que tu vois qu'il a décliné ça sur des tote bags, sur les couvertures, c'est des machins, puis il en a choisi un pour faire tout ça, toujours Ouais. le même. Et c'est celui que tu Et en choisis. même temps, c'est marrant parce qu'avant C'est, même qu'on le voit, on lui a dit. Ouais, Inception, oui, c'est hein. celui-là. Quoi. Voilà. Et C'est un talent, quoi. non, moi ce logo, j'en suis. C'est une de mes Ouais, plus il est grandes magnifique. fiertés là. Ouais, je crois, pour la il est maison, il magnifique. est trop beau avec le cartouche noir et tout. Mm. Il s'efface bien. Il a tous les critères qu'on s'était fixés quoi. Très bien. Bah écoutez, voilà, fallait quand même conclure avec le début quelque C'est part vrai. pour que la boucle soit bouclée. Mais je vous remercie tous les deux de m'avoir donné de votre temps pour présenter ce beau projet qui se lance. On espère que les bouquins trouveront leur lectorat et Bah ça oui, c'est de le toute principe, façon. mais- De toute façon, comme tu dis, hein, ne serait-ce que parce qu'il y aura Orstood Steinhardt dedans, on reviendra parler de Morgan dans First Print et si vous êtes ok, on se reverra à la fin de l'année pour Mais tirer. avec Stipan et Johnny surtout, ce serait cool quoi. Bah, Ah bah si tu les fais Ouais. venir complètement. Il y a des chances. Mais je pensais juste à vous même de faire un peu le bilan de l'année, tu sais ce qu'on faisait déjà avec Ouais, les tout à comics, fait, ouais. de se livrer à cet exercice aussi pour vous intégrer un petit peu Carrément. dans ces discussions régulières voilà. sur l'édition en France. Merci beaucoup Thomas Sullivan. Merci et Arnaud. puis Merci, Arnaud. je vous dis à très bientôt. Et si ce podcast vous plaît, que vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à partager cette émission, à en parler autour de vous, à tous les fans de BD que vous connaissez, ou sinon créez les prochains fans de BD en leur faisant écouter le podcast. Et si vous reste des sous après avoir acheté Train de nuit, dernier train de nuit dans la Voie lactée, vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao. Salut. Salut.